sans appel. H à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver nombreux et nombreuses pour l'aventure internationale sur Info TV, comme vous en avez l'habitude. Et ce soir, nous sommes au cœur de l'actualité avec justement ces événements qui se déroulent du côté d'Abidjan, cette grande marche qui rassemble de nombreux leaders de l'opposition ivoirienne. Lorsque l'on sait que la présidentielle de ce côté est prévue pour le 25 octobre 2025, l'opposition est dans la rue et elle scande son non au 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. On en parlera à l'introduction de ce plateau de World Actu. On ira aussi du côté de Bruxelles où vous savez justement qu'il y aurait eu et il y a eu des échauffourées, des images dégradantes au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique. On a assisté à un grand déploiement d'activistes qui sont allés de ce côté-là et essayer de faire du désordre, de s'aimer de la confusion et qui ont été heureusement recadrés par les forces de l'ordre du royaume belge. On va parler de ces nébuleuses, c'est ainsi qu'elle se présente, basse brigade anti-Saginar qui défie justement l'autorité belge, et on va évoquer en filigrane et pour la continuité de ce plateau l'élection présidentielle au Cameroun avec ici et là des annonces qui fusent de part et d'autre justement qui concernent l'opposition camerounaise. C'est à chaque jour sa photo de concertation, à chaque jour son communiqué de coordination, à chaque jour une annonce d'une probable coalition. Est-ce que l'opposition Cameroun peut véritablement voguer, migrer vers une candidat unique? On en parle ce soir sur ce plateau de World Actu. Mesdames, messieurs, prenez le temps de prendre un verre, le temps que moi-même je prenne une brève transition et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Une victoire sans appel. Mesdames, messieurs, c'est World Actu qui prend ses quartiers sur Info TV. Comme vous en avez l'habitude, vous avez la possibilité de nous suivre via nos différentes plateformes Facebook, YouTube et aussi grâce au numéro qui s'affiche d'ores et déjà au bas de vos petits écrans, justement pour essayer de contribuer à ce qui sera dit sur ce plateau. Je l'ai dit, nous évoquons la situation en Côte d'Ivoire à 2 mois de l'élection présidentielle. On ira du côté de Belgique avec cette brigade anti-Saginar qui véritablement semble ne pas écouter l'autorité. Elle défie même l'autorité belge avec cette grande marche de protestation et de contestation eu égard justement à la publication par le Conseil constitutionnel des 12 acteurs de la présidentielle 2025 au Cameroun. Et on ira justement pour sortir et en filigrane de ces actualités belges et camerounaises évoquer la présidentielle au Cameroun avec ce qui ressemble d'ores et déjà à une quasi-certitude, cette coalition qui amènerait vers une candidature unique de l'opposition. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau déjà bien en place Monsieur Franck Manson, acteur de la société civile GARIF, qui ce soir, une fois de plus, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir mes co-discutants. Je dirais également un bonsoir à vos nombreux téléregardeurs. C'est toujours un plaisir de partager votre riche panel. Merci à vous, cher Franck. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous observe et je vous regarde sur une de nos plateformes, un de nos plateaux, j'ai toujours envie de vous poser la question: comment se porte la société civile au Cameroun? D'autant plus qu'elle est abondamment interpellée lorsque nous avançons vers la présidentielle. Comment est-ce qu'elle se positionne? A-t-elle choisi son camp? Est-elle neutre? Elle observe, elle attend son moment. Comment est-ce que se positionne la société civile lorsque l'on parle de la présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun? Vous me posez une question assez délicate, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, il est clair que la grande majorité de la société civile, c'est une société civile qui est à gage, il faut le dire comme ça. Donc totalement phagocytée par le pouvoir en place.
Mais je sais également qu'il y a une société civile qui est neutre, qui se déploie. J'en veux pour preuve le fait que l'association Émergence Cameroun est en train d'organiser une série de séminaires pour sensibiliser les populations par rapport à l'échéance électorale, notamment la présidentielle. Oui. Ouais, on sensibilise les populations sur la paix, la stabilité, qui sont des gaz, si vous voulez, vecteurs d'une nation qui doit se développer. Et c'est également l'occasion pour moi d'interpeller cette société civile, parce que ça a un lien avec, je pense, votre mise en bouche. Je ne sais pas si la mise en bouche est le deuxième sujet. Oui. Parlant justement de l'image du Cameroun qui devrait être redorée. Vous voyez, la société civile fait partie justement de ce maillon de l'État, de ce maillon national qui doit participer justement à redorer l'image du Cameroun. En faisant quoi? En développant des mécanismes, en organisant justement des activités en rapport, à mon sens, avec la construction, la conscience patriotique, conscience nationale, conscience collective. Parce que vous savez que l'image d'un pays, quand on dit l'image d'un pays est écornée par les ressortissants du pays, il faut aller voir ça justement dans le type de mentalité que ces individus représentent. Ok. Ouais. Donc c'est à ce niveau que j'interpelle vraiment la société civile de faire le travail pour lequel il se pense et se conçoit. Merci à vous, Franck Manson, pour cette interpellation particulière de la société civile, elle qui devra canaliser les tensions et les énergies inhérentes à ce déploiement qui amène véritablement les uns les autres à se mouvoir lorsque la présidentielle 2025 est évoquée au Cameroun. Lui aussi, il est acteur de cette présidentielle, mais à sa manière. Timothée Somba, journaliste et directeur de publication, est parmi nous. Nous lui disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Toute ma fraternité exprimée à tous mes copanélistes, oui. Toute ma sympathie au top management d'Info TV, dont la qualité des programmes, l'originalité des programmes fait qu'aujourd'hui, à titre personnel, je suis scotché de 6 heures jusqu'à l'aube. Merci Timothée, je reste avec vous un moment. Alors que les consultations sont annoncées et se font ici et là, Timothée Somba, dans le milieu, beaucoup fantasment aussi d'une série de consultations qui mettaient en lumière aussi les hommes de presse, qui sont eux aussi appelés à jouer leur partition durant cette période de présidentielle. C'est quelque chose que vous souhaitez aussi, Timothée? Oui, les hommes de presse ont élevé la voix depuis le début des consultations à la présidence de la République pour solliciter également une rencontre avec l'émissaire du président de la République. Parce que voyez-vous, dans la construction du sentiment national, dans la construction du sentiment patriotique, comme le mentionnait tout à l'heure mon devancier dans la prise de parole, dans la construction d'un climat apaisé, la presse joue un rôle déterminant, un rôle clé, un rôle central. Il est donc bon, pour ne pas laisser cette presse sombrer dans les pièges de la vulnérabilité, surtout pécuniaire, parce que moi je vais droit au but sur cette question, il est bon que la presse exprime les difficultés qui sont les siennes, nous les connaissons déjà, mais cette occasion-ci, avec les réverbérations de la présidentielle, est une occasion idoine pour donner l'opportunité aux hommes de presse d'exprimer les difficultés qui sont les leurs, afin que, non pas le régime RDPC, non pas l'opposition, mais le gouvernement de l'État du Cameroun, qui pour l'instant est le gouvernement de nous tous, qui n'est pas le gouvernement d'un parti politique, s'occupe à titre prioritaire des questions de la presse. Lorsque je vois l'infodémie qui règne sur les réseaux sociaux, dans les différentes plateformes que nous partageons, j'ai une légère inquiétude. Oui. Parce que je vois des hommes de médias pour qui j'avais un certain respect sombrer dans ce que je peux qualifier de dérive circonstancielle liée justement à l'impécuniosité du secteur, qui fait que certains sont prêts à s'accrocher même à des serpents pour éviter de se noyer. Merci Timothée et Somba. On ne va pas arriver jusque-là, mais on va souhaiter véritablement que la presse aussi puisse avoir son mot à dire et peut-être au plus haut niveau, puisqu'elle a un rôle qui est majeur et véritablement sensible à jouer lorsque nous sommes à l'orée d'une présidentielle aussi importante que celle qui interpelle le Cameroun. Lui,
Il est désormais acteur politique. Il porte la parole du FSNC sur ce plateau. Le docteur Jean-Moïse Mbok est parmi nous. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir Stéphane Darga, bonsoir à mes co-panélistes, ceux qui m'ont devancé et ce que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir à toutes les équipes techniques qui sont derrière les caméras et derrière les machines pour nous permettre d'émettre comme ça et de nous adresser au monde. Parlant donc du monde, nous saluons toute l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire qui passe un peu par des secousses. On espère que ça va rapidement être jugulé et on pourra donc continuer. Je salue le top management de cette boîte qui fait parler de jalousie, beaucoup d'autres télévisions. Ouais. Et il faut saluer pour cela le professionnalisme. Alors si vous permettez rapidement, je ne vais jamais me départir de ma casquette d'acteur de la société civile, Oui. tout simplement parce C'est que... vrai qu'il y a eu une confusion Voilà. au niveau du CNT, tellement Ouais. vous avez On est habitué, tout à fait. l'opinion C'est ce que je publique suis. avec cette casquette d'acteur de la société civile que beaucoup ont de la peine à accepter que désormais vous portez la voix du président Issa Chiroma Bakari pour ce qui est de cette présidentielle 2025. Moi, je peux les comprendre, c'est normal. Écoutez, quand on parle de société civile, ça c'est ma définition en moi et je l'assume, c'est tous ceux qui sont actifs dans tout ce qui constitue une société. Ça c'est de manière globale, tous ceux qui sont potentiellement acteurs de la société civile. Quand on va plus loin, on a ceux qui sont de la société civile constituée, c'est-à-dire qui sont acteurs de la société civile, et dans cette constitution d'acteurs de la société civile, ils choisissent un segment de la société dans lequel ils veulent s'impliquer et défendre l'idéologie, la consommation, et ainsi de suite. Et puis, en troisième lieu, vous avez les acteurs actifs, j'ai envie de dire comme ça, de la société civile qui, avant des échéances comme la présidentielle, prodiguent des conseils, donnent un avis, donnent un point de vue, et quand une échéance comme celle-ci arrive et que l'occasion leur est donnée de pratiquer ce qu'ils ont l'habitude d'enseigner ou d'expliquer, ils saisissent l'occasion, ils pratiquent ce qu'ils enseignent, et puis maintenant, après, ils retournent après ces élections-là à leur position. Donc, en tant qu'acteur de la société civile, et aujourd'hui porte-parole du FSNC et du président Issa Chiroma Bakari, je prône avec son autorisation et son instruction la politique de la main tendue, la politique de la concertation, la politique de l'échange, dans le seul but que les populations puissent tirer profit de tout ce qui va être fait. Merci Jean-Moïse Mbok pour tout cet enseignement concernant justement les divers positionnements au sein de la société civile. Je poursuis l'exercice avec un acteur pour qui les questions internationales n'ont aucun secret. Monsieur Emile Abondo, vous êtes désormais un habituel de ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Stéphane Baga, bonsoir. Bonsoir à mes co-discutants. Vous savez, lorsqu'on accède à la modernité, on a besoin des médias modernes. Et Info TV fait partie du landerneau des médias modernes et qui affronte l'échiquier international à armes égales avec les autres médias. Tout à fait. Et de ce point de vue, on ne peut que non seulement vous féliciter votre hiérarchie, et de se dire que lorsqu'on arrive à Info TV, on ne saurait non pas bouder l'invitation, mais on est tout heureux d'être parmi vous. Et de ce point de vue, je voudrais saluer quelqu'un qui est scotché et qui nous regarde, à qui je fais une amitié et je fais un petit coucou. Il s'appelle Georges Camille Akwa. C'est un producteur de la musique gospel. Lorsque je l'ai dit, je voudrais davantage aussi saluer les millions de téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde et qui nous font l'amitié ce soir de nous renouveler leur écoute, leur audimat, mais surtout leur vue. Merci. Merci à vous, Emile Abondo. Je termine par la seule et unique dame sur le plateau. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par elle, galanterie oblige. Madame Mangono Mimché, de son prénom, de son nom, Fadjimatou, si vous voulez, est parmi nous. Elle a une casquette, elle représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. C'est vrai que c'est là le plus à dire, mais de temps en temps, il faut toujours le rappeler. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Stéphane.
Stéphane Bagra, bonsoir aux co-panélistes. C'est un plaisir de me retrouver à Info TV. Ouais. Vous le savez, nous ne boudons pas l'invitation. Et surtout quand on est bien accueilli et on est à son aise, c'est dire Info TV, on va dire tout ce qu'on va dire, mais Info TV monte et montera toujours. Merci pour la prédiction. Info TV monte, Info TV montera toujours. Mais nous allons descendre du côté de la Côte d'Ivoire avec justement ces actualités qui font abondamment réagir. Je l'ai dit, nous sommes aussi de ce côté à l'orée d'une présidentielle assez difficile. L'annonce de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait que des heureux. Certains, notamment au sein de l'opposition, estiment que c'est le mandat de trop, le 4e, qui est souhaité par le chef de l'État ivoirien. Cette opposition-là, M. Émile Abondos, c'est avec vous que je commence, qui a décidé comme ça de battre le pavé et d'exprimer son ras-le-bol. Vous savez, l'actualité internationale nous amène, je vous l'ai toujours dit, à lire la démocratie d'une certaine façon. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas un événement neutre. C'est un événement non seulement d'actualité, mais contextuel, qu'il est important non seulement de regarder avec beaucoup d'attention, mais de reproblématiser au regard de tout ce qui se passe partout dans le monde. Lorsque nous analysions, il y a de cela, je crois, 2 semaines, une émission au sujet de la Côte d'Ivoire, on était en train de dire que l'opposition avait maille à partir avec le face-à-face ou alors l'affrontement avec le président Alassane Dramane Ouattara. Mais l'actualité nous aide à comprendre un certain nombre de choses. C'est que l'opposition qu'on croyait endormie, l'opposition qu'on croyait apathique, l'opposition qu'on croyait en retrait, l'opposition qu'on croyait affaiblie, refait surface. Et de ce point de vue, au lieu de se demander qu'est-ce qui se passe, on ne peut que chercher à comprendre ce qui se passe et se rendre compte que le contexte des événements actuels nous amène à comprendre que le président Ouattara fait face à une opposition qui veut prendre les événements en main et qui le prend déjà non pas au dépourvu, mais à partir de sa parole. Vous savez que on dit souvent que la parole est d'or. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le président Ouattara initiait sa 3e mandature, il avait déjà dit à l'orée de la 2e mandature qu'il n'allait plus se présenter. Mais face à ce qu'on a souvent appelé l'appel du peuple, et l'appel du peuple c'est un... Écoutez, c'est un vocabulaire, il n'est pas africano-africain, il n'est pas non plus subsaharien, mais c'est un vocabulaire propre aux démocraties modernes. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu donc cet appel, un appel avec véhémence qui s'est manifesté. Et le président Ouattara, ayant répondu à cet appel, s'est présenté pour la 3e fois. Actuellement, il s'agit de la 4e fois. Mais ce qui plombe, ou alors ce qui amène les événements à tanguer, avec ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'opposition qui est dans la rue, c'est que au-delà de la 3e mandature, il y a une 4e mandature. Et cette 4e mandature, le peuple a l'impression qu'ils sont sur ce qu'on appelle un marché de dupes. Et de ce point de vue, il faut qu'ils prennent les choses en main. Mais lire l'affaire sous cet angle serait prendre le serpent au milieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opposition qui descend dans la rue s'inquiète de ce que ses propres leaders, on ne va pas dire qu'ils avaient été écartés, mais les propres leaders, du point de vue de la légalité, avaient déjà été exclus de la bataille ou alors de la conquête pour le pouvoir. Mais il est question maintenant de re-questionner qui pourra assurer le leadership dans les rangs de l'opposition. Alors, il y a fédération des énergies dans l'opposition et le langage semble passer. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette forte descente qui amène donc le pouvoir à reproblématiser ses méthodes, ses techniques et à se dire que cette bataille a priori n'est pas gagnée. Merci monsieur Abondo. Je vais prendre l'avis justement du porte-parole du FSNC sur le plateau, Jean-Moïse Mbok. Alors, l'opposition qui aujourd'hui bat le pavé du côté d'Abidjan, est-ce que ce n'est pas un peu tard? Lorsque l'on sait justement que le président Ouattara
a battu ses cartes, a dit qu'il est candidat pour un 4e mandat. Il a l'appareil, il a la structure. Les ténors de l'opposition en Côte d'Ivoire sont écartés du jeu. Ce ne serait pas tard de venir battre le pavé aujourd'hui, alors que véritablement on a l'impression que les dés sont faits. Bon, on peut dire qu'il est tard quand même de venir battre le pavé aujourd'hui parce qu'il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments. À côté de ce que M. Emile Abondo a bien expliqué, il faut rappeler ici que le problème n'est pas le 4e mandat, il n'est pas remis en cause parce qu'avec la modification de la Constitution, il a la permission de faire un 4e mandat. En fait, ils avaient estimé que le 1er mandat n'était pas compris. C'est un calcul purement africain, mais bon, parce que le problème il est ailleurs. Le problème il est ailleurs, c'est simplement que la démocratie faite actuellement de cette façon est complètement défavorable à l'opposition, complètement défavorable même à certaines populations, et il faudrait que l'Afrique réfléchisse à se repenser, à adopter son modèle de démocratie pour pouvoir permettre aux acteurs en face de ne pas être vus comme des ennemis, mais des gens qui peuvent apporter une solution, une autre façon de faire pour que le pays soit mieux géré. Quand donc ces candidatures sont annulées, elles sont rejetées, on va dire comme ça, je ne vois pas très bien la pertinence de cette marche. Tout simplement parce qu'on n'a pas rejeté toutes les oppositions en Côte d'Ivoire. On va rejeter les ténors. Si le président Babou n'est pas là, si Guillaume Soro n'est pas là, Charles Bengoudi, Tidjane Cham, PDCI, la grande coalition, vous voulez que véritablement que ce soit Mme Evelyne Gbagbo qui aille déloger le président Ouattara? Ça veut dire que ça semble le jeu d'avance, Jean-Maurice Mbo. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ce langage de ténor est purement africain? Parce que c'est un montage, c'est bien fait. Cette réalité, on ne va pas le nier. On a des ténors. Au Cameroun, il y en a. Mais je dis simplement que cette approche de la démocratie nous est défavorable. Vous n'entendrez jamais, dans un pays comme les États-Unis, parler des ténors. Il n'y a pas de ténors aux États-Unis, Jean-Maurice Mbo. Écoutez. Il n'y a pas Sanders, il n'y a pas de Clinton dans l'opposition aux États-Unis. Il y a des acteurs dans des partis politiques qui sont clairs et qui sont connus, qui jouent un rôle. Et quand ils savent que leur rôle s'arrête, ils laissent la place aux autres. C'est là que je vais. C'est-à-dire qu'il faut savoir composer avec les autres sans croire que ce n'est que nous qui pouvons apporter le changement. C'est une leçon que nous devons apprendre en Afrique. Quand donc les candidatures sont rejetées, le message il est simple. Qui est de l'opposition et qui est passé? Comment on fait pour lui apporter le soutien? Parce que cette marche-là, à la vérité, on parle de millions de personnes qui ont marché, qui ont dû le ras-le-bol, qui criaient trop c'est trop, qui n'en pouvaient plus. Mais vous et moi savons que c'est... Qui faisaient des comparaisons douteuses. Voilà, et vous et moi savons que ce n'est pas la rue qui valide ou invalide la candidature de quelqu'un à la présidentielle. Ce n'est pas dans la rue. Donc c'est une marche qui, pour moi, juste pour mettre la Côte d'Ivoire sur le feu de projecteur, pour essayer de tirer la sirène de la crise qu'on essaie de créer, et aller savoir qui essaie de créer la crise en Côte d'Ivoire. Moi je pense qu'il faut réfléchir différemment. La réflexion différente, c'est les 4 qui sont passés, on les a cités la dernière fois. Billon, Simone Gbagbo, l'autre là, Afin Guessam, et un 4e. Ceux qui sont passés, je pense que les cadors justement devraient créer une plateforme d'échange pour trouver la candidature qui peut le mieux non seulement passer, être représentatif et préserver la sérénité et la paix sociale en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il ne faut pas toujours chercher à avoir raison et mettre les populations dans le péril. Il faut savoir choisir la paix sociale, savoir choisir l'élévation et la préservation des acquis. On parle quand même d'une Côte d'Ivoire qui est dans des investissements à outrance. Vous voulez que les gens aient commencé à brûler les routes, parce que quand on met des pneus et qu'on brûle les pneus, finalement c'est la route qu'on brûle. Qu'est-ce qu'on veut au fond? Pour ma part, il faut aujourd'hui que les cadors retiennent bien que s'il n'y a pas un recours institutionnel et juridique, ils gagneraient à supporter ceux qui sont passés. Ça ne sert à rien de venir entrer dans la nostalgie du bagbisme qui est quelque chose de formidable. En son temps, il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, essayons de faire confiance aux autres. Il y a aussi des possibilités là-bas.
Merci. Il y a des possibilités, Franck Manson, mais la réalité semble être tout autre. Alors que l'on s'avance vers le 25 octobre 2025, on a l'impression que justement l'opposition pas abattue de par la stature même de celui qui s'avance vers un 4e mandat, mais aussi beaucoup s'interrogent sur la parole donnée, parce que le président Ouattara avait argué à l'époque d'un certain nombre de contraintes liées justement à la difficulté de la position et les responsabilités d'un chef d'État. Il souhaitait à un moment qu'on le laisse souffler aussi un peu, mais on a constaté ces revirements. Est-ce que ce n'est pas là, à ce niveau, précisément au niveau de la parole donnée, qui aujourd'hui semblerait ne plus être respectée, que ceux qui sont dans la rue se fondent et disent que justement, ils voudraient peut-être que le président tienne parole de façon claire et précise? Pendant que M. Émile parlait, il y a une image qui défilait mon esprit. Tel que vous êtes là, Stéphane, imaginez que quelqu'un ou un groupe de personnes se donne pour objectif modifier régulièrement votre identité. Modifier régulièrement votre identité. C'est facile pour des fins personnelles. Oui, c'est facile. Il est clair qu'à un moment donné, vous pouvez craquer. La Constitution est considérée comme l'identité juridique d'une nation. Oui. Ce qui fait que dès lors que vous alliez de modification en modification, en fonction des intérêts partisans, c'est la nation que vous mettez sans dessus, sans dessous. Vous voyez, ça c'est un élément important, parce que si on s'en tient aux précédentes, il ne devrait plus être là. Bon, maintenant, la question que vous posez est extrêmement intéressante. Pourquoi? J'ai fini par comprendre que la plupart des hommes politiques, ce sont des fins complicateurs. Et la communication politique est souvent déterminée par deux éléments. Il y a le contexte qui prévaut en fonction des objectifs qu'on poursuit. Oui. Ça veut dire que au moment où Alassane Ouattara vous dit qu'il ne sera plus président, mais c'est tout simplement parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les gens en ont ras-le-bol, une bonne fois la population en a ras-le-bol. Il y a une pression de l'opposition, notamment sur le régime en face. Donc ce qui fait qu'on va vous tenir un discours qui n'a rien à voir avec la réalité. Et un autre élément important, c'est quoi? Ça explique également le fait que certains chefs d'État au niveau de l'Afrique, après avoir passé un moment donné, après avoir passé plusieurs années au pouvoir, ne veulent plus partir parce qu'ils estiment que en cédant la place à une autre personne, ils pourraient se mettre en insécurité. Ouais. Donc parfois, on ne conserve pas le pouvoir parce que l'on veut véritablement être encore au pouvoir, on veut juste du pouvoir, mais c'est parce que le pouvoir, à un moment donné, commence à constituer un facteur de sécurité. Ça, c'est un élément important. Et quant à ce qui concerne la mise de côté ou le rejet de la candidature de certains opposants, c'est de bonne guerre. Ouais, vous pouvez pas avoir un système et qu'il apparaisse dans ce système certaines pièces qui semblent être une menace pour vous. Mais si vous avez le pouvoir, vous allez les mettre de côté. Alors, beaucoup ont supporté sur une candidature particulière. S'il vous plaît, monsieur Manson, on a évoqué par exemple celle de Tidjane Thiam, avec le fameux concept, pas affiché, je préfère le dire comme ça, mais de parenté. On a estimé qu'il n'était pas entièrement ivoirien. Est-ce qu'il n'est pas temps de rompre avec ce paradigme qui fait quasiment danser sur de l'huile, sur le feu, lorsque l'on sait ce que l'ivoirité, le fameux concept, a causé en Côte d'Ivoire? Ouattara lui-même, je pense qu'il a été confronté à ce problème. Je ne sais pas si c'était Bédié ou alors Babou qui l'avait restauré. Bon, maintenant une chose est certaine pour définitivement sortir, c'est que je me suis posé la question à savoir, c'est-à-dire en observant attentivement ce qui se passe, par rapport à cette faible opposition dont les candidatures sont retenues. N'est-ce pas une stratégie de légitimation d'une certaine autocratie? Oui, parce qu'à un moment donné, si on est flagrant dans la façon de faire, ça peut créer des tensions. C'est susceptible de provoquer des révoltes importantes. Donc, vous voyez qu'on peut développer des mécanismes, des stratégies pour tenter de légitimer dans le fond ce qui n'a pas lieu d'être. Merci Franck Manson. Timothée Somba, Côte d'Ivoire, l'opposition en marche, on pourrait dire dans la rue, les slogans sont connus, non au 4e mandat du président Ouattara. Mais est-ce que lorsque vous observez cette opposition-là, trouvez-vous en elle des passerelles qui pourraient amener, comme le préconisait le docteur Jean-Moïse Mbok, qu'on puisse même aboutir, ne serait-ce qu'à une candidature unique, puisqu'il y a quand même une certaine classe politique dans laquelle il y a des acteurs qui se connaissent, parce que la Fingue s'en sort du FPI, comme Madame Gbagbo. Est-ce que en elle
elle pourrait trouver les ferments, justement, d'une assise qui pourrait conduire à une candidature unique. Est-ce qu'ils vous ont donné l'impression qu'ils veulent d'une candidature unique? Ils n'en veulent pas. C'est un gros recul, non pas démocratique, mais un recul social pour la Côte d'Ivoire. Au moment où on trouve un énorme gisement d'or qui est censé mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de ce colossal endettement et permettre que celle-ci se projette vers un lendemain meilleur, la mafia envoie le peuple dans la rue. C'est la mafia. C'est la mafia, Stéphane Barga. Les Ivoiriens n'ont pas de questions à se poser quant à justement la gouvernance, quant à la parole donnée, quant à l'ambition pour la Côte d'Ivoire. Il y a quand même certains qui estiment qu'on peut mieux faire avec le potentiel que vous mettez en avant aujourd'hui. On peut mieux faire. C'est dans les urnes. On peut mieux faire, c'est dans les urnes. Avec tout le monde. Les programmes politiques, non pas avec tout le monde. En fait, vous voulez légitimer quelque chose qui est très dangereux pour tout le monde entier. Lorsque les noms que je ne veux pas citer, parce qu'ils ne méritent pas que je prononce leur nom, sortent de bagne, ils veulent qu'on mette les lois entre parenthèses pour créer une transition forcée en Côte d'Ivoire. Cela ne se fait pas. Franck Manson tout à l'heure a parlé de la modification des constitutions. Mais voilà ce que ces gars voulaient. Que l'on mette entre parenthèses, on suspende tout le dispositif juridique pour leur permettre de réintégrer le jeu politique en manipulant la loi. Cela ne se peut pas. Alors, vous parlez tout à l'heure du code de la nationalité. Il est bon que les téléspectateurs sachent que le code de la nationalité ivoirienne date de 1961. Il n'a jamais été modifié. Mais il y a eu ce concept qui a existé, qui a d'ailleurs mis en difficulté le président actuel. Le code de la nationalité. Est-ce que ce concept appelle Stéphane Barga, le code de la nationalité qui consacre l'ivoirité date de 1961. Oui. Maintenant, les évolutions du peuple ivoirien peuvent faire que à une élection, on admette certaines dispositions, à une autre élection, on ne les admette pas. Tant que c'est la volonté du peuple, ne dit-on pas souvent que la loi est l'expression de la volonté générale? Lorsque tous ces gars sortent de bagne, est-ce que la loi électorale en Côte d'Ivoire... C'est à tort. Cela n'est pas un problème. La loi électorale en Côte d'Ivoire, la constitution a peut-être changé entre-temps, mais la loi électorale n'a pas bougé. Ça veut dire que le dispositif qui les exclut n'est pas nouveau. C'est-à-dire le dispositif qui les exclut n'a pas été conçu spécialement pour eux. C'est un dispositif qui aurait pu exclure d'autres personnes avant et qui va certainement en exclure après. Le dispositif qui intégrait il y a quelques années le président actuel aussi pouvait agir pour ceux qui sont écartés. C'est ce dispositif qui est en vigueur. C'est ce dispositif électoral qui est en vigueur. Celui qui a accepté le président Ouattara et qui semble refuser aujourd'hui Tidjane Thiam. C'est lui qui est en vigueur. Presque pour les mêmes motifs. La question n'est pas là. La loi n'a pas changé. Nous sommes pratiquement à un dispositif électoral de près de 20 ans qui n'a pas bougé. Donc, ceux dont je ne veux pas prononcer le nom ne peuvent pas dire qu'on a modifié quelque chose pour eux. Quant à ce qui concerne la Constitution, il est un principe juridique qui pour l'instant est immuable. C'est le principe de la non-rétroactivité de la loi dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire quoi? La loi ne vaut que pour l'avenir. Elle ne peut rétroagir que pour faire améliorer les conditions du bien-être. Ce que l'on appelle la rétroactivité inimitus. Donc, lorsqu'on modifie la Constitution, c'est comme si on a fait une tabula rasa. On part de zéro, on se projette. Donc, il ne faut pas souvent faire le procès au président qui modifie la Constitution et qui disent que non, je suis éligible. Du point de vue purement légal, ils sont fondés. Mais je le dis toujours et je défends toujours cette position, c'est que en politique comme ailleurs, il y a l'éthique, il y a le fair play, il y a l'élégance qu'il faut toujours observer. Parce que lorsque celui d'en face a le sentiment qu'il y a un manque d'élégance, qu'il y a ce que le docteur Mbok aime souvent appeler l'arrogance et la condescendance, ça crée la frustration. Et c'est un philosophe dont j'oublie le nom qui disait que la violence naît souvent
de la frustration. Donc, il faut éviter de frustrer les âmes. Ce que je vois aujourd'hui me fait tellement mal et je me rends compte que la Côte d'Ivoire est en train de s'acheminer vers un recul de peut-être 50 ans encore. Là, j'interpelle donc le sens républicain du président Ouattara. Il ne va pas modifier la loi, on ne va pas modifier le calendrier électoral. Je ne suis pas sûr que le dispositif juridique le permet, mais il est obligé de s'asseoir sur la table du dialogue avec les barons. J'utilise le qualificatif baron à mon corps défendant, mais leur capacité de mobilisation des gens dans la rue et de nuisance montre bien que il faut travailler avec eux. Je vous donne 30 secondes, Franck Manson. Vous savez, la différence entre les États faibles et les États entre guillemets dits forts dans la modification, autant pour moi, de la Constitution réside dans le fait que dans les États faibles, très souvent, la modification est axée sur le prolongement de la mandature. Très souvent, vous voyez. Or, ailleurs, on a juste des dispositions techniques en fonction des intérêts nationaux, d'intérêts collectifs. Donc, rien à voir. À ce moment-là, on peut se poser vraiment la question à savoir si certaines modifications des constitutions sont-elles rationnelles ou alors légitimes du point de vue philosophique et sociologique. Merci Franck Manson. Madame Bongono, alors l'opposition est dans la rue en Côte d'Ivoire. Elle reproche au président Ouattara son ambition de briguer un 4e mandat. Est-ce que vous comprenez d'abord cette démarche, si on est en démocratie et si on pense que c'est dans les urnes que les choix opérationnels se font, est-ce que cette opposition-là peut avoir raison de dire et de contester sur des faits de paroles données et d'engagements pris la possibilité au président Ouattara de se présenter devant le peuple ivoirien pour un 4e mandat? Vous savez, M. Mbara, il y a quelqu'un qui disait que la politique, c'est l'art de la gestion des vérités variables. Et s'il y a un danger, s'il y a un biais dans la politique, c'est le populisme. Le populisme qui consiste à aller dans le sens du vent. Parce qu'on voudrait faire entendre aux gens ce qu'ils aimeraient entendre. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme un blocage et on revient à la réalité qui fâche. Que ce qu'on avait dit n'est pas forcément ce qu'on ambitionnait faire. C'est pour cette raison qu'en politique, les hommes politiques, en principe, devraient avoir beaucoup de réserves. Oui. Les hommes politiques ne doivent pas parler parce qu'il faut parler. Les hommes politiques ne doivent pas parler pour faire applaudir. Il vaut encore mieux, parce que vous n'êtes pas responsable de ce que vous n'avez pas dit. Mais dès que vous l'avez ouvert, vous êtes responsable de ce qui en sort. C'est là que l'on pourrait, j'utilise bien le conditionnel, chercher à comprendre la réaction de ceux-là qui sont dans la rue. Parce qu'on a dit ça éclaté à Yopougon, machin. Il y a beaucoup de les partisans des Gbagbo qui ont été interpellés. Les Ivoiriens sont dans la rue. Je souhaite d'ailleurs sauf que ceux qui sont avec nous au niveau des questions techniques puissent nous envoyer quelques images justement de ces partisans de l'opposition qui sont dans la rue. Je sais que la technique, on peut compter sur elle dans ces cas-là. Donc les images, quelques séquences justement de cette opposition qui bat le pavé du côté de la Côte d'Ivoire pour que ceux qui nous regardent sachent véritablement à quel niveau nous en sommes de ce côté-là et que l'on puisse épiloguer avec le vu et entendu du peuple ivoirien dans la rue. Allez-y. D'accord. Ce que nous disions, c'est que justement l'homme politique qu'est M. Ouattara a à un moment donné surfé sur du populisme. Sauf que les gens lui faisant suffisamment confiance, parce que on peut se dire la réaction de la population est à la hauteur de la confiance que ces gens avaient mis en sa parole. Quand il prétestait son âge, indiquant que à son âge, il voudrait bien, on ne pourrait plus. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il voulait traduire par là. Il avait une séquence de vie où il y avait tout le travail. Sauf que la réalité, aujourd'hui, nous rattrape. Parce qu'il dit qu'il a un très bon... Et nous enseigne que nous avons la faiblesse de penser que
Son Excellence Paul Biya, c'est une école de la politique. Oh, nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, je suis dans la logique. Il y a le silence. Le comparatif a été fait justement lorsque les Ivoiriens battent le pavé. Ils ont parlé du président Paul Biya. Permettez ouvrir cette comparaison. Permettez que je fasse là. Parlons de la Côte d'Ivoire. Je parle du Cameroun. Quand je parle du populisme qui nous amène à suivre la direction du vent, il y a à côté le silence qui vous donne la possibilité d'observer où va le vent, la direction du vent, et placer vos pions, les canaliser et parler en temps opportun. Maintenant, pour le peuple ivoirien, lorsqu'on a vécu ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, nous pensons que ceux-là sont à même de nous donner des leçons de responsabilité. Parce qu'en aucun moment dans la vie, la violence ne vient résoudre un problème. En aucun moment dans la vie, dans la vie politique, les manifestations ne viendront pas résoudre un problème. Bien au contraire, ils peuvent plutôt créer des problèmes additifs. Oui. Si la Constitution permet à M. Ouattara de se présenter comme candidat, et que l'opposition en face estime que il n'a pas le droit ou bien il n'a plus le potentiel de donner quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire, ils peuvent s'organiser pour faire barrage à celui-là, mais pas le voix, voilà, pas la voix des urnes. Lorsqu'on écoute les manifestants, ils disent qu'ils se sentent trahis par la parole donnée. Non, c'est ce que nous indiquons, mais alors, le problème est là, ils font comment? Il y a pendant qu'ils marchent, la méthode. Pendant qu'ils marchent, qu'ils ne veulent pas, il y en a qui l'ont appelé à candidater. Tout à fait. Donc vous avez deux fractions entre ceux qui l'ont appelé à candidater et ceux qui sont en train de marcher contre sa candidature, qui peuvent être forcément les partisans de ceux qui sont en opposition avec lui. Vous comprenez que nous sommes là dans des logiques politiques. Et ce genre de choses ne peut se résoudre qu'à travers les urnes. Si vous estimez qu'il ne peut plus rien vous donner, vous estimez qu'il ne mérite pas d'être là, allez aux élections, battez-le dans les urnes. Ça ne sert à rien de détruire parce que la Côte d'Ivoire est passée par des moments très difficiles. Oui, c'est vrai. Il serait vraiment regrettable qu'on retombe dans les mêmes travers alors qu'on peut apprendre à résoudre les problèmes de manière civilisée. Je vous donne 30 secondes, oui, monsieur. 30 secondes pour dire que, Stéphane, n'oublions pas que nous sommes dans le registre international. Et le concept de la démocratie n'est pas un concept national. Et lorsqu'on examine le concept de la démocratie, qui est un cas d'école, il y a un élément saillant et fondamental qu'on appelle la liberté d'expression. Donc ne prenons pas une marche dans un pays démocratique comme étant un événement surprise. La marche est un moyen pour la population de faire manifester son opinion, ce qui est régulier et ce qui est constant et présent en démocratie. Mais maintenant, la question simple, pour reproblématiser et recadrer cette marche que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est celle-là qui consiste à savoir si tous ceux qui ont marché sont inscrits dans les listes électorales. C'est un autre débat, monsieur Abondo. Maintenant, je vais donc vous amener à comprendre que considérons cette marche comme une marche normale qui amène l'autorité régnante à reproblématiser les leviers par lesquels il guide et afin de se mettre en face d'une opposition qui peut répliquer et de se préparer pour 30 secondes, monsieur. Ce que je voudrais dire, la marche, malheureusement, dans notre contexte, est de moins en moins organisée et canalisée. Oui. La foule est folle. Lorsque des gens se jettent dans la rue, tous les débordements, tout peut arriver, tout est possible. Nous voyons même que dans les grandes démocraties, il est même difficile, nous avons vu avec les gilets jaunes, il est à un moment donné difficile de contenir les passions. Ce qui fait que la responsabilité des hommes politiques aussi, c'est d'enseigner à ces gens-là, à leurs militants, ou bien à leurs partisans, qu'on peut ne pas être d'accord, mais agir autrement. Nous ne sommes pas en train de dire que les marches doivent être systématiquement interdites. Quand vous dites on brûle les pneus sur la chaussée, c'est la chaussée qu'on est en train d'endommager. Après, ce sont les mêmes qui vont filmer ces grands nids et dire qu'il y a les nids d'éléphants.
La responsabilité de chacun est engagée. Et lorsqu'on est ivoirien, on sait d'où on vient. Sincèrement, on doit conjurer des situations qui peuvent prêter le flanc à une implosion sociale. Merci, merci à vous. Alors, on va relayer quelques contributions en donnant véritablement la priorité aux Ivoiriens qui, cela va de soi, réagissent sur nos différentes plateformes. Prenons d'abord celle-ci, c'est le Cameroun. Salut à vous sur le plateau. En écoutant Monsieur Somba, on a vraiment envie d'aller se coucher. Comment peut-il soutenir avec véhémence qu'Ouattara n'a pas taillé la loi en sa faveur? Madame Minché vient aussi de dire ce qu'elle a l'habitude de dire. Elle est incapable. Bon, on va être élégant lorsqu'on s'adresse aux dames sur ce plateau. Bonsoir Info TV, le partisan du RDPC, Monsieur Somba. Sache que c'est fait. Paul Biya au Cameroun, Ouattara le fait aussi en Côte d'Ivoire. Qu'il sache que la Côte d'Ivoire a connu une grave guerre civile à cause de l'exclusion du président actuel, et à l'époque, les médiations qui avaient été faites avaient abouti à la réintégration des exclus, surtout Ouattara. Et cela peut être transposé au Cameroun avec l'exclusion de Maurice Kamto. Donc attention aux démons de la division et de l'exclusion, surtout pour les chantres du régime cinquantenaire décadent RDPC. C'est une communication qui nous vient du Gabon. Le monsieur a prétesté qu'il s'appelait Balthazar. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Quand quelqu'un a d'abord peur de son propre nom, vous pensez que c'est quelqu'un qu'on doit prendre au sérieux? Bonsoir à vous. S'agissant de la marche de l'opposition en Côte d'Ivoire, cette image relate comme leçon la conservation du pouvoir en Afrique due à la modification de la Constitution et une fois installée en fonction, et pour d'autres la fraude électorale. Voilà les raisons qui pousseront les pays africains comme étant désormais des royaumes et non des pays où s'exprime réellement la démocratie. C'est ça qui explique la majorité du pouvoir en Afrique. Timothée Somba, s'il vous plaît, on est... oui, c'est interactif. Laissez parler ceux qui nous font l'amitié de nous regarder. Bonsoir le plateau. Les événements politiques en Côte d'Ivoire. Alors, n'allez pas appeler. Les événements politiques en Côte d'Ivoire, par effet miroir à la situation politique au Cameroun, se passent dans l'ordre des choses, dans ces régimes politiques où la norme n'est pas ancrée dans les mœurs et dans les institutions. Du coup, la scène politique préfigure une arène de dupes où les apprentis opposants veulent toujours se mettre en posture de dupes, alors que méthodiquement le président sortant a systématiquement pris des actes politiques et des actes de gouvernement qui annoncent bien sa candidature. Alors, on va s'arrêter là, cher monsieur. C'est tellement long. Prenons une ou deux autres contributions sur une autre plateforme. Bonsoir le plateau, Fadimatou est toute rayonnante. Merci de nous faire voir comment ça se passe ailleurs. Je ne sais pas le parallèle que le monsieur veut faire. On a compris. Je n'ai rien compris. Je suis parfois en devinette. Je ne peux pas relayer ce type de contribution sur ce plateau, d'autant plus qu'elle n'est pas signée. Vous n'avez pas qualité pour remettre en question ce qui est dit sur ce plateau, cher monsieur. Nous sommes véritablement sur une estrade sérieuse. Une fois que je l'ai dit, même je vais prendre une transition et revenir et aller plutôt du côté de Bruxelles, c'est la Belgique, avec là-bas aussi des actes qui pourraient amener à interrogation. Je reviens tout de suite. Sans appel. Retour sur le plateau de World Actu, quittons les péripéties abidjanaises pour nous retrouver du côté du Royaume de Belgique, avec là, pour acteurs, pas des citoyens belges au sens propre du terme, mais des citoyens identifiés comme camerounais qui protestent contre justement la publication et surtout le vernis donné par le Conseil constitutionnel aux 12 qui vont justement être candidats à l'élection présidentielle 2025, ceux qui se font appeler BAS.
j'entends par la brigade anti-Sardina, ont donc décidé de battre le pavé bruxellois et d'aller du côté de l'ambassade du Cameroun en Belgique exprimer leur ras-le-bol. On a vu quelques scènes assez déshonorantes. On a vu justement aussi la police belge faire son travail. On a même vu quelques arrestations, des déclarations de libération. Monsieur Émile Abondo, on a vu, mais on a aussi vu des images assez dégradantes pour justement la notoriété du Cameroun. Stéphane, il faut dire que le Cameroun est un pays qui travaille à redorer le blason de sa visibilité sur l'échiquier international. Et de ce point de vue, chaque fois que le Cameroun s'ouvre au monde, c'est toujours avec une véritable image, une image constante, une image embellie, une image qui auréole la visibilité non seulement des institutions camerounaises, mais aussi des acteurs de la société camerounaise. Mais il faut dire que cela s'inscrit déjà dans la durée. Oui. C'est relativement une troisième fois que du côté de la Belgique, ce que vous avez appelé la BAS, dont la brigade anti-Sardina, commet ce qu'on appelle des sorties de piste. Et je voudrais vous rappeler que dans le droit international, l'ambassade obéit à un principe des relations internationales qu'on appelle le principe de l'extraterritorialité. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous faites le désordre dans l'ambassade du Cameroun en Belgique, ça voudrait dire que vous êtes en train de faire le désordre au Cameroun. Oui. Parce que c'est la partie réservée au pays d'envoi dans le territoire d'accueil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ambassade du Cameroun appartient fondamentalement au Cameroun. Et lorsque, si jamais la Belgique est en guerre et que vous vous cachez dans l'ambassade du Cameroun, rien ne devrait vous arriver. Mais maintenant, qui sont ceux-là qui viennent commettre des sorties de piste en négligeant non seulement le droit belge, mais aussi le droit camerounais et même le droit international? Ce sont des Camerounais, entre guillemets, parce qu'ils font partie de la BAS, c'est-à-dire la brigade anti-Sardina. Alors, quel est le statut qui leur permet de commettre de tels gaffes? J'aime bien qu'on accorde à ces néologismes nébuleuse. Voilà. Alors, puis c'est effectivement une nébuleuse, parce que ce n'est pas un groupe organisé, ce n'est pas un groupe identifié, mais lorsque, en Mondovision, ils se donnent le courage de venir commettre le désordre dans une représentation diplomatique d'un pays qui est supposé être le leur, alors ça constitue ce qu'on appelle dans les relations internationales des sorties de piste, et cela offre l'occasion de manifester ou alors de reconnaître ce qu'on appelle un écran de fumée. Oui. Un écran de fumée, pourquoi? Parce que vous faites le désordre dans votre pays, mais qui a une partie du territoire dans un autre pays. Ça fait un double désordre. Un désordre dans votre pays, mais aussi un désordre dans le pays d'accueil. Alors, comment comprendre cela? Il s'agit d'une affaire d'incivisme. Et cet incivisme naît tout simplement du fait que les uns et les autres n'arrivent pas à homologuer ce que la justice camerounaise a pris comme décision. Et lorsqu'on ne peut pas respecter ses propres institutions, ça voudrait tout simplement dire qu'on est un mauvais citoyen. Parce que les qualités d'un bon citoyen commencent par le respect de ses institutions, oui, le respect des engagements de son pays, le respect de tout ce que son pays a ratifié comme accords internationaux, comme engagements internationaux, comme orientation internationale, mais comme représentation internationale. Et lorsque vous ne pouvez pas le respecter, automatiquement, cela présente une image très floue à l'échiquier international, au point où on prend non seulement le Cameroun comme étant un pays au rabais, comme un pays de désordre, comme un pays où personne ne respecte les institutions, mais aussi comme un pays où les gens font tout ce qu'ils veulent et où ils manifestent ce qu'on appelle le libertinage. Or, le Cameroun étant un pays structuré, organisé et qui adhère et qui a ratifié tous les accords internationaux, ne voudrait pas voir ses concitoyens à l'international commettre de telles gaffes, parce que cela ternit son image sur le blason, sur l'échiquier international. Merci, M. Émile Abondo, pour cette lecture teintée de diplomatie. On va prendre l'avis du porte-parole du FSNC sur le plateau. Alors,
Monsieur Abondo nous a brillamment relaté les positions qui sont celles des États lorsque de pareils actes sont posés. Mais la question reste la même. Est-ce que justement le substrat qui est déployé par ces acteurs de cette nébuleuse basse a un écho? Ils parlent de tout et de rien, ils évoquent la liste publiée par le Conseil constitutionnel, ils évoquent la longévité du président Paul Biya au pouvoir, ils évoquent son âge, ils évoquent la gouvernance, ils parlent de la pauvreté, un conglomérat de toutes les revendications imaginables et inimaginables. Est-ce que cela a un sens justement de battre le pavé bruxellois avec autant de revendications alors qu'on est si loin du Cameroun, Jean-Moïse Mbo? Non, ça n'a pas de sens du tout simplement parce que la base est appelée nébuleuse, parce qu'elle a profité, s'il faut rentrer dans ses origines, profiter des soubresauts que nous avons connus au Cameroun avec les différentes guerres que nous connaissons et les difficultés sociales qui s'en sont suivies. Elle a donc profité de cette situation couplée à l'élection présidentielle 2018 qui a sorti la laideur du tribalisme. Oui. Et c'est donc ce mélange difficile entre ceux qui, pour des papiers, vont s'agiter en Europe, se donnant un rôle d'opposant, de politique traquée, poursuivi par un régime dangereux, et il faut donc qu'ils justifient leur présence sur le sol occidental. Oui. C'est une politique, c'est une pratique que certains mènent sans essayer d'aller plus loin. Seulement, eux, ils sont allés plus loin en cassant les ambassades, en agressant les autorités, en faisant ce qui est complètement inique, injuste et méchant. Méchant parce que vous prenez toute une république comme le Cameroun. Est-ce que vous comprenez la revendication? C'est la question que moi je pose. Les faits d'armes sont connus, saccage d'ambassade, pillage, injure, insolence, défiance d'autorité, ça c'est connu. Mais est-ce que, en termes de revendications, je mets un vernis politique, est-ce que vous comprenez les revendications qui sont celles de la base aujourd'hui? Mais ils n'ont pas qualité de mener des revendications. Ils les mènent en qualité de qui? Ils n'ont pas cette qualité. S'ils veulent mener des revendications dans la légalité, qui rentrent au Cameroun, qui créent un parti politique et qu'ils mènent leurs réclamations, qu'ils créent une ONG, qu'ils créent une association, qui fassent ces réclamations. Ce n'est pas en France que vous allez vous faire enregistrer, comme je ne sais pas quel nom ils ont pris là-bas, parce que vous avez des complices et des petits copains qui alimentent ce qui se passe dans le Nozo et à l'extrême nord, que vous croyez que vous avez une certaine légitimité. La base n'a aucune légitimité, n'a aucune légalité. Donc tout ce qu'elle pourra faire pour essayer de donner l'impression qu'elle supporte le Camerounais est biaisé à la base, il faut le dire. Maintenant, ce n'est pas à eux de venir dire qu'il y a des problèmes d'eau. Les partis politiques sont là, l'opposition, elle est là, la société civile, elle est là. Les acteurs qui aiment le Cameroun sont d'abord au Cameroun. Peut-être c'est parce qu'ils ont l'impression que vous le dites sans trop le dire. Non, je vous dis qu'il y a un autre agenda. Premièrement, c'est des sans-papiers qui veulent les papiers. Il faut dire les choses de manière simple. C'est les sans-papiers qui veulent les papiers. Et il faut donc diaboliser le pays en face, parce qu'il faut, certains fabriquent les faux journaux d'oppression, ils sont agressés, ils sont poursuivis, oui, ils fabriquent des faux journaux qu'ils remettent à l'ambassade, autorité, disant qu'ils sont traqués, ils sont poursuivis, ils sont en danger, donc il faut les protéger. Seulement, pour vous montrer la dangerosité et la méchanceté de la chose, c'est que les citoyens qui veulent vraiment des papiers et qui utilisent cette ruse-là ne vont pas casser les ambassades. Eux sont montés d'un cran, ils deviennent non nébuleuses. Donc la base de base, c'était ces gens qui estimaient qu'il fallait dire que non, il faut que le pays change, il faut que les choses changent. C'est eux qui allaient devant l'hôtel, qui criaient, scandaient, M. Biada rentrait chez lui, on souffre au Cameroun. Il y a cette base-là qui estimait qu'elle a son mot à dire sur la gestion du Cameroun. Elle n'est pas nébuleuse. Celle qui devient nébuleuse, c'est elle qui rentre dans les ambassades, qui casse, qui saccage, qui pille. Là, ça devient des bandits. Il ne faut pas trouver un autre terme. C'est des bandits. Et à côté du pillage, ils se mettent à agresser les gens. Et pendant qu'ils agressent les gens, vous avez donc finalement deux bases. La base de base, comme je l'appelle, qui revendique sans casser, qui revendique sans crier, et la base violente. Ils s'appellent aujourd'hui des guerriers, ils s'appellent des je ne sais pas trop quoi. Donc, la confusion s'installe simplement parce qu'une fois de plus, j'ai toujours fait le reproche à ceux qui gouvernent, c'est que si vous ne communiquez pas sur les réalités par lesquelles vous passez dans votre nation, les autres vont communiquer pour vous. Et très souvent, c'est du mensonge qu'ils vont mettre sur la table et vont vous noircir, vont dire parfois ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas réel.
Et c'est le problème que le gouvernement a aujourd'hui. Parce qu'on les a laissés. Ils ont toujours fait leur show. Ils ont toujours fait leur cinéma. Aujourd'hui, on se trouve avec un énième scandale. J'appelle ça un scandale. Oui. Des gens qui... vous avez laissé votre président, entre guillemets, aller dans l'erreur de ne pas se présenter à une élection. Il vous a annoncé lui-même que ça va lui être fatal. Ça va être dangereux de ne pas y aller. Mais on n'y va pas quand même. Et puis subitement, il vient vous dire, allons, si vous êtes réfléchi, vous allez vous-même dire que, président, ton affaire ici là, laissons un peu. Et puis on revient dans une affaire de passage en force, mandat impératif. Et puis après, on va changer de parti. C'est toujours la base. C'est toujours la base. Vous essayez de comprendre, mais je vous explique combien c'est méchant de faire ce qu'ils font. Parce qu'il y a eu tout un mécanisme pour essayer de faire passer leur candidat. Et il n'est pas passé par des éléments juridiques. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour le bloquer. C'est qu'il a été coincé par la loi. Cette affaire de double investiture, je crois bien, qui a été principalement ce qui l'a coincé. Quand donc vous avez des citoyens qui revendiquent pour le bien des populations, ils ne se mettent pas à casser. Ces gens avaient donc un autre agenda, celui de c'est notre tour maintenant, c'est notre tribu maintenant. C'est des éléments qu'il faut complètement déconstruire, détruire, jeter hors du Cameroun. Cette base-là donc est allée en Belgique. Pour certains, c'était leur dernier voyage en Belgique. Parce qu'ils se disent qu'ils ont été... Atangadji a pris la peine de suivre sa parole en annonçant leur arrivée ici au Cameroun. Quand vous regardez encore la liste, vous êtes choqué des noms que vous voyez qui appartiennent tous à une aire géographique de notre pays. C'est justement pour dire, et je sors par là, que aucun homme politique de cette région ne doit cautionner la basse. Celui même qui l'est porté, on lui a demandé de dire officiellement qu'il n'est pas avec eux. Il ne l'a jamais fait. Il faut dans un moment donné que toute la société se lève contre cette nébuleuse, que ce soit les hommes politiques, la société civile et tout ce qui fait le Cameroun pour dire que ça s'arrête. Ce n'est pas comme ça qu'on doit revendiquer, si tant est qu'on veut vraiment revendiquer. Bonsoir, Info TV, la télé de l'heure et de l'avenir. Merci. S'il vous plaît, dites au monsieur en veste noire là, nos autorités respectent quoi? Et qui aussi, ils ont modifié la constitution camerounaise combien de fois. Quand les gens viennent à la télé s'exprimer, il faut qu'ils fassent vraiment attention. Le peuple camerounais vit une frustration sans pareil. Merci à vous. Bonsoir, très belle émission. Là-bas s'attaque à toute personne, excepté certaines personnes. Bon, là, je ne vous ai pas compris, monsieur Ebini Ansem. Revenez-nous avec un message un peu plus précis. Bonsoir, monsieur, très bon débat. Juste poser une question. Il y a 15 ans et plus, pourquoi ces gens de la base ne le faisaient pas? C'est justement ce qu'on essaie de savoir sur ce plateau. C'est en 2018. Bonsoir à vous en studio. Le seul problème du Cameroun, c'est notre mentalité. Le Camerounais n'aime pas lui-même. Et certains dirigeants du Cameroun n'ont pas l'amour pour les Camerounais ni du peuple. Moi qui ai défendu le Cameroun en Europe et qui était donc le passé héros national. Moi voici aujourd'hui abandonné à moi-même dans le passé. J'étais l'héros du RDPC. Et pour certains, vous ne nous encouragez pas à aimer le Cameroun. Je suis celui-là qui était allé en guerre contre les membres de la base et celui qui avait infligé une sévère gifle à l'un d'entre eux dans la ville de Lyon. Depuis lors, me voici aujourd'hui abandonné à moi-même. Après avoir tout perdu, j'ai failli perdre ma vie face à la base. Aujourd'hui, le RDPC est où? Ceux-là qui m'appelaient sont où aujourd'hui? Je trouve ce gouvernement ingrat et c'est pourquoi nombreux ont la haine contre les dirigeants du Cameroun. C'est Billy Akele depuis Yaoundé. Alors, je vais m'arrêter pour vous répondre, cher Billy Akele. Certainement, votre parcours et votre histoire serait justement assez intéressante pour qu'on puisse échanger sur la question. Je vous demande donc de me recontacter en offre pour qu'on puisse échanger sur l'expérience qui est la vôtre face justement à cette nébuleuse que l'on a appelée basse. Merci pour la contribution. Alors, je prends rapidement une autre contribution. Bonsoir, je vous suis religieusement. S'agissant de la Côte d'Ivoire, les opposants tels que vous les nommez n'ont pas d'argument face à faire valoir face à Ado. Si les normes ne sont pas retenues, ils ont en place des collaborateurs à même d'être investis pour challenger Ouattara. C'est une élection à 2 tours, ce qui peut ouvrir à des sérieuses négociations qui pourraient mettre à mal le cas de Ouattara. Mais au lieu de s'organiser pour éviter la politique de la chaise vide, nous constatons les mêmes pleurs. Est-ce que les manifestations de la rue, les appels à la communauté internationale ont déjà changé les résultats dans notre pays, dans nos pays? Par un mauvais calcul, l'opposition a-t-elle elle-même prêté le flanc à ce qui leur arrive en Côte d'Ivoire?
Ouattara a redressé l'économie ivoirienne. L'opposition va encore attendre parce que égocentrique. Pierre Mbatou à Yaoundé. Merci pour la contribution. Alors, bonsoir. Pourquoi c'est difficile de répondre à une question simple, monsieur de la société civile? Alors, je vais encore le préciser. Lorsque vous prenez sur vous de faire passer une communication, veillez à ne pas heurter la sensibilité, les sensibilités puisque nous sommes en télévision, et surtout veillez à ne pas stigmatiser ou alors insulter ceux qui ont pris la peine à venir échanger avec nous sur ce plateau. Bonsoir à tout le panel. Le Cameroun est un pays qui appartient à tous les Camerounais et non à une seule communauté. Or, on constate depuis des années que c'est le même groupe ethnique qui pose ces actes hideux à l'encontre des représentations diplomatiques de notre pays. Puis, on constate qu'ils ont une affinité avérée avec un parti politique bien connu de tous. Des actes de ce genre sont à condamner avec la dernière énergie. Je me répète, le Cameroun, oh là là, on va rester attentionné et faire attention à ce niveau. Merci pour la contribution, monsieur André Gaston Eco. Elle a été retenue. Alors, je vais m'arrêter là, sinon on ne ferait que ça. Franck Manson, il y a un aspect que le docteur Jean-Moïse Mbok a laissé ressortir en filigrane, cet aspect d'un vernis politique qui serait véritablement sous-jacent dans les membres de la base. On a l'impression, pour ceux qui observent et suivent de façon attentive, et c'est notre cas, le discours, la sémantique qui est utilisée par ces personnages qui se revendiquent d'une idéologie, d'une affinité politique, d'un leader. Est-ce que lorsqu'on a des revendications nationales, on peut les calligraphier en se positionnant comme porte-étendard ou porte-parole d'un leader particulier? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que je condamne avec la dernière énergie des actes pareils. Pourquoi? Parce que pour moi c'est du voyoutisme, comme on le dit. Il faut le dire comme ça. Parce que, figurez-vous Stéphane, vous ne pouvez pas être dans une configuration familiale. Même s'il savait que le parent est irresponsable et que l'enfant se lève à un moment donné, il se met à tout casser. Ça ne passe pas. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Ça, oui. C'est premièrement. Deuxièmement, je voudrais également saluer la promptitude et le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre. Belge. Oui. Et ça me pose, ça fait émerger une question. Pourquoi ce n'est que maintenant que l'on voit cette réplique, cette promptitude? Ça sous-entend que ce sont des actions qui auraient pu être étouffées depuis dans l'œuf. Les dispositions auraient pu être prises par les autorités de ces pays-là. Donc ça répond quelque part à la question, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a évoqué, qui a dit cela 15 ans. On n'en est pas là. Ça répond à la question en fait, parce qu'on sait très bien qu'il y a de cela 15 ans, les intérêts de certains individus n'étaient pas aussi menacés que c'est le cas aujourd'hui. Ça c'est un élément. Bon maintenant, par rapport à la question sur le fait de corner l'image du Cameroun, je me suis posé la question à savoir, il est écrit quelque part, en noir sur blanc, que le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Un peuple n'a le dirigeant qu'il mérite. C'est-à-dire quoi? Quand vous dites que, dans la réalité, Stéphane, les éléments qui écornent l'image d'un pays, ce n'est pas que des actes de vandalisme comme ce que nous voyons là. Même le mode de gouvernance écorche l'image d'un pays. Nous en voulons pour preuve que la question de la corruption est gangrène la plupart de nos institutions. C'est pour ça qu'il faut aller casser l'ambassade. Moi, je pose une question. Parce que j'ai introduit mes propos en donnant ma position par rapport à cette orientation. Vous n'allez pas revenir là-dessus. Je dis juste qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent écorner l'image d'un pays. Et il faut donc prendre en compte cet ensemble d'éléments pour faire des propositions. Oui. Donc, on comprend donc que quelque part, les populations camerounaises, à mon sens, du moins, la grande majorité ne sont peut-être pas si différentes d'une frange d'individus qui mettent le pays sans dessus, sans dessous. C'est ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour dorer l'image du Cameroun? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'occasion déjà d'interpeller la presse. Quel est le type de presse que nous avons? Avons-nous des presses à gages, des presses qui ont à la tête de ces institutions des laudataires? Avons-nous vraiment des presses neutres en mesure de véhiculer des informations, en même de construire une identité, une personnalité pour un Cameroun meilleur? On interpelle également la société civile.
Et plus loin, on interpelle ceux qui gouvernent. Le mode de gouvernance, tout comme comportement, l'orientation d'un chef de famille, peut pousser un enfant dans une orientation et dont il n'avait pas forcément besoin de se retrouver, dans laquelle il ne devait pas forcément se retrouver. Vous voyez, pourquoi je dis bien que c'est un ensemble, c'est un paquet, c'est un sac. Il faut prendre en compte, paramètre par paramètre, point par point, afin de dégager des réflexions objectives. Et on interpelle également les populations. Parce que quand vous taxez ceux qui dirigent, on peut dire des sophistes, des roublards, et que vous, à un moment donné, vous posez des comportements qui menacent la stabilité sociale, qui est comme l'image du Cameroun à l'extérieur, sachant très bien que le Cameroun, nourrissant des appétits pour ces nations-là, il suffit d'un moindre élément pour qu'on s'y appuie pour s'aimer de la pagaille. Donc on voit bien que c'est une responsabilité, comment dirais-je, c'est quelque chose qui engage une responsabilité collective, du sommet jusqu'à la base. Merci Franck Manson. Alors, Timothée Lussomba, l'acteur de la société civile, Franck Manson, lui, il pose la responsabilité sur l'échelon collectif, mais on voit sur le terrain les individus se réclamant de certaines castes politiques ayant des leaders bien identifiés, ayant un modus operandi, interdisant l'Europe à des membres du gouvernement, interdisant l'Europe à des acteurs du showbiz camerounais, à des acteurs de la société civile, jetant ou alors prononçant des fatwas à ceux qui ne pensent pas comme eux. Est-ce qu'on peut, même si on a un discours qui sous-entend l'intérêt général, l'intérêt national, est-ce qu'on peut aller aussi loin en termes de restriction même des libertés d'aller et venir des uns et des autres Camerounais sur l'espace européen et même américain? Mais vous voulez qu'ils fassent quoi lorsqu'ils ont des relais nationaux, des gens qui trouvent la possibilité de leur accorder des circonstances atténuantes? Ils se sentent galvanisés. Ils se sentent galvanisés. La base est le succédané du code. Mais la différence entre le code et la base, c'est la violence. Oui. Et il faut le dire, la base, c'est le bras armé du MRC. Pourquoi vous avez peur? On a des vidéos, des réunions, des projections. Ils se sont autoproclamés. Bravo à la réalisation qui nous montre justement la déploiement. Ils assistent à tous les meetings du MRC. Ils font des bruits véhéments lors des meetings du MRC. Maurice Kamto a été interpellé pour se désolidariser de la base. Il ne l'a jamais fait. Le docteur Mbok a fait un très bon panorama de la situation de ces gars. Mais moi, je voudrais ajouter en disant, tous ne sont même pas des Camerounais. Oui. Parmi eux, il y a une bonne catégorie de mercenaires. Et moi, je serai encore franc. Il faut dire les choses. Il y a manipulation de l'Occident dans ces affaires. La preuve en est que la base est légalisée en France. C'est pour ça que quand vous la qualifiez de nébuleuse, je vous regarde. La base est légalisée en France. La main du colon ou du néocolon est là. Il faut redéstabiliser l'Afrique. Au moment où les Africains ont ouvert les yeux sur leur potentiel économique et où les Africains questionnent la démocratie version occidentale. Les États du Sahel nous parlent. Alors, Timothée Lussomba, on ne va pas faire deux débats en un. Moi, je pose une question. Est-ce que, justement, lorsque vous prenez la peine d'écouter entre deux ou trois éruptations, ces personnages, est-ce que vous leur trouvez un semblant de constance et de cohérence aux discours qui sont tenus par les uns et les autres? Pêle-mêle, pour la dernière actualité, ils évoquent les doses du Conseil constitutionnel, ils évoquent l'éviction d'un candidat, ils évoquent justement le train de vie de l'État, ils questionnent la gouvernance, ils pointent du doigt certaines résidences de gouvernants plus ou moins affirmés camerounais du côté de l'Europe. Tout ça entremêlé, pêle-mêle, on a véritablement l'impression qu'il y a tout pour une certaine caste et rien pour ceux-là, pour ceux qui ne sont pas et qui ne pensent pas selon leur logiciel. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'ils roulent pour la cause qui est nationale, qui est commune, ou alors ils portent la voix d'un certain logiciel hégémonique qui voudrait prendre en otage le Cameroun? Ils prônent la voie du chaos orchestré par l'Occident
avec ses excroissances locales. Je vais citer un aîné qui dit souvent que lorsqu'il y a concubinage et incestueux entre les forces exogènes et les forces endogènes, on aboutit à ça. C'est pour ça que quand vous m'avez coupé tout à l'heure, je pensais que votre question allait nous amener ailleurs. Mais je suis dans le sujet. Le sujet, c'est l'instrumentalisation de quelques dysfonctionnements internes pour déstabiliser l'Afrique. Les gens veulent parler de gouvernance. Mais il faut dire aux gens, nous vivons au Cameroun. Et le Cameroun dans lequel je vis est le Cameroun où on vient de poser la première pierre de construction d'une ligne de 220 kW, 225 entre KPDC et le port de Kribi pour booster le potentiel énergétique du port de Kribi qui est à sa face extensive. À ce niveau, tu veux Somba, vous êtes au courant de ce qui se passe à Manvele, où il y a un barrage, mais où les populations disent qu'elles ont fait 6 mois sans électricité et menacent de rejoindre la Guinée équatoriale. Est-ce que c'est le bon exemple que vous avez pris? Merci. Merci. Le Cameroun dans lequel je vis est le Cameroun dans lequel il faut dire aux Camerounais que le barrage de Nastigal aujourd'hui peut suppléer tous les besoins de Manvele qui est un ratage. C'est pas, il faut le dire, Manvele c'est un ratage. C'est connu. Ceux qui ont géré le barrage Manvele sont en prison. Il faut le dire aux Camerounais. D'autres ont fui le pays. Leurs enfants sont même morts. Ils n'ont pas pu venir au Cameroun pour assister aux obsèques de leurs enfants. Pourquoi vous donnez l'impression que rien n'est fait au Cameroun? Et que c'est par coup de baguette magique que dès que Maurice Kamto va prendre le pouvoir, il va tout arranger au Cameroun? Pourquoi on n'entraîne pas les Camerounais à connaître le véritable enjeu, qui est l'enjeu de la souverainisation, de la nationalisation du Cameroun, de tous les pays africains? Dès qu'un pays veut émerger, on sème le chaos avec des basses. On sème le chaos en mettant les gens dans la rue. Dès qu'on découvre le pétrole à l'extrême nord, on crée quelque chose. Dès qu'on découvre l'or quelque part, on crée quelque chose. Et nous sommes là. Nous ne le disons pas assez. J'ai bien aimé votre interview hier avec un candidat de carré, le professeur Bayebek, qui a dit qu'il n'a pas un focus sur la présidentielle et qui a raconté sa conversation avec un chauffeur Yango, quand il lui a demandé est-ce que la malgouvernance t'empêche de faire ton Yango pour nourrir ta famille et payer l'école. Nous sommes là à l'orée de la rentrée scolaire et académique. Mais des Camerounais vous disent qu'eux sont déterminés à aller dans la rue. Ils ne se rendent pas compte que les 50 000 bacheliers qui viennent d'être diplômés courent le risque de ne pas démarrer l'école. Vous voyez un peu? Donc, on a des inconscients, des hommes politiques inconscients qui ne se soucient pas du peuple. Parce qu'ils sont soit dans des loges occidentales, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a beaucoup qui ont la nationalité étrangère qui ne travaillent pas pour le Cameroun. Ils travaillent pour des forces occultes. Et moi, je vais terminer en disant, lorsque je regarde la chronologie de l'ensauvagement de la base et l'entrée de M. Kamto en politique, l'éviction légale, j'insiste sur le qualificatif légal de M. Kamto, est une œuvre de salubrité publique. Parce que ce monsieur fait extrêmement du mal au Cameroun. Merci Timothée Essomba. On va dire que c'est votre avis sur la question et que la responsabilité de vos propos vous engage à 100%. Papa Mongono, c'est vrai que les Camerounais nombreux qui justement s'interrogent sur ce phénomène qu'est la base mettent quand même un curseur. On dit 2018, c'est là où on voit apparaître ce phénomène assez nocif pour l'image du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la reine politique dérive ou alors fabrique des monstres pareils? Est-ce que justement on ne peut pas faire la politique autrement avec des acteurs cohérents, avec des projets de société, avec justement des profils capables d'être représentatifs des Camerounais? Est-ce que des marginaux tels que nous l'avons vu en Belgique, en Suisse et en France peuvent à eux seuls porter le message titan qu'il est celui du changement que souhaitent les Camerounais? Vous me demandez pourquoi la scène politique fabrique des mercenaires. Ce type d'exploitation, on voit des gens... Des gangsters, vous voulez dire? Bon, je vous laisse la responsabilité de votre vocabulaire. Je m'interroge sur des questions comme ça que je jette.
Monsieur Mbarga, si la politique était telle que nous la voyons là, telle que certaines personnes la présentent ou bien veulent nous la présenter, je crois que je n'aurais jamais fait 10 ans en politique. Mais je suis à 25 ans. C'est parce qu'à un moment donné, la politique a été tout sauf ce que nous voyons là. Ce qu'il faut dire aux Camerounais, l'ensauvagement de la scène politique commence avec l'entrée de Maurice Kamto en 2018. C'est le seul coupable? Permettez. Faut faire Permettez. En 2013, il était candidat ici dans le Foundi. On l'a battu. Permettez. Ouais, permettez. Alors, après l'élection de 2018, parce que certains sont partis avec l'illusion selon laquelle une région à elle seule pouvait faire gagner un individu. Le Cameroun compte 10 régions. Et personne ne peut gagner l'élection au Cameroun s'il n'est implanté dans les 10 régions, s'il ne compte avec tous les Camerounais dans toutes leurs composantes sociologiques. Ils sont partis avec cette illusion-là. Il se trouve que la vérité des urnes leur a fait comprendre que ce monsieur pesait à peine 14% du suffrage valablement exprimé. On a cassé les ambassades en France. Vous me demandez quel est le rapport avec ce monsieur-là, oui, et la basse. Monsieur Stéphane Barga, il y avait plusieurs candidats. Cabral Libi était candidat. Oui. Il y a Paul Biya était candidat. Lui-même, le monsieur-là, était candidat. Il y avait encore... Joshua était candidat. Oui. Il y avait au moins 8 à 9 candidats. Donc, de tous ces candidats, c'est un fait de hasard que ce n'est que la photo de monsieur qui a été placé à la place de celui de Paul Biya, de celle de Paul Biya qui avait été enlevée et on a uriné dessus. Ça peut aussi être un hasard. C'est un hasard. Premier élément. Deuxième élément, les mêmes se réunissent à Munich et par extraordinaire, il y a le vice-président de ce parti-là qui se retrouve là-bas, qui dit qu'il était en balade pour cotiser de l'argent, acheter les armes pour armer ceux qui tuent nos frères et nos sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était encore un hasard. Pourquoi vous, par exemple, n'étiez pas tombé là-bas? Vous êtes journaliste, vous faites le tour du monde. Ça, c'est... On passe là-dessus. Nous revenons à l'élection de 2025. Oui. En 2020, quelqu'un prend sur lui la responsabilité de casser les ailes de ces partisans qui ambitionnaient gagner des suffrages en tant que conseillers municipaux, en tant que députés, et dans l'espoir même d'être sénateur, d'être conseillers régionaux. Il prend cette responsabilité et il vous le dit. Il sait ce que ça lui coûte. À un moment donné de notre vie politique, on veut passer au forceps avec une histoire de mandat impératif. Les gens disent que c'était la distraction, mais je doute fort parce que moi je m'interroge toujours sur la véritable connaissance politique. Parce que quand les gens parlaient du mandat impératif en disant qu'on a des élus, ils ne savaient pas que pour montrer que vous avez les élus, vous apportez les résultats des élections. C'est le même débat. C'est le même débat. C'est le même débat. Simple. Permettez, c'est le même débat. Vous ne pouvez pas nous amener ici et nous demander de répondre par oui ou non. Non. C'est pas sérieux. Il faut bien que les gens comprennent. Alors, on vous amène dans cette histoire-là. Et quand, dans le débat par vous organisé, il est informé parce qu'il était méconnaissant de la situation, de la réalité de la politique, que c'était le résultat de l'élection de 2020 qui renseignait que vous avez des élus. On va emprunter le taxi d'un monsieur qui avait été copieusement insulté, traité de traître, parce qu'il aurait participé à une élection, à l'élection locale, où il a eu la chance d'avoir un conseiller, un élu. Oui. On s'accroche sur cet élu-là pour aller au... Sauf que, en même temps, ce parti-là a ses problèmes internes, en interne. Cabral Libi avait les problèmes avec son PCRN. Il a été intelligent pour contre-attaquer un peu avant. En justice. Parce qu'il a attaqué en justice. Permettez. Moi, je la justice. Non, permettez.
Attendez, à force de me couper, je ne veux pas arriver. Quand Cabral Libi attaque, pose son problème en justice et a gain de cause, le Conseil constitutionnel a tranché en sa faveur. En revanche, un parti politique qui a ses problèmes en interne, vous voulez que ce problème soit résolu au Conseil constitutionnel dont le rôle fondamental est de veiller à la régularité des processus du processus électoral, à la régularité de l'élection. Vous voulez que ce problème soit résolu, qu'on mette le temps à mode pause pour résoudre vos problèmes. Voilà la réalité. Nous ne pouvons se prévaloir de sa propre turpitude. Je voudrais dire qu'on a évincé personne de la scène politique. Les gens, par leur ignorance, se sont fait booter en... Maintenant, c'est partisan. Oui. C'est partisan dont les fresques ne commencent pas pour aujourd'hui. Nous avons vu des gens, des artistes interdits de séjour en Europe au seul prétexte qu'ils auraient chanté ou bien ils auraient participé à une cérémonie du RDPC ou bien du gouvernement. Et M. Barga, je vous rappelle qu'il y a certains artistes qui participent aux activités du gouvernement, aux activités présidées par la Première Dame. Ils chantent avec nous le 6 novembre. D'une certaine région. Mais ils ne sont pas boycottés. Là, ça, je reste interrogatrice sur le motif réel, la motivation de cette base. Maintenant, venant au saccage des ambassades, je voudrais déjà saluer l'État belge qui aujourd'hui a compris sa responsabilité vis-à-vis de la protection des représentations diplomatiques. Ça, c'est l'article 22 de la Convention de Vienne qui indique que le pays doit veiller à l'inviolabilité, au non-dommage des représentations diplomatiques. Auquel cas il pourrait être tenu pour responsable et appelé à réparer les préjudices. Par le passé, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils saccageaient tout, ils faisaient tout ce qu'ils... Je ne sais pas trop pourquoi on les laissait, mais aujourd'hui, ils ont été interpellés. Il est important que les Camerounais le sachent. Personne ne peut se lever aujourd'hui et dire qu'il veut le changement et se mettre à détruire ce que nous avons construit avec nos impôts. Merci, Madame Mongolo. Ce n'est pas forcément le changement qu'ils veulent. Le changement passe par l'imposition aux Camerounais de celui qui est leur leader. Et en ce moment, nous disons ça ne va pas se passer comme ça parce que si on veut changer, le changement va se passer dans les urnes. Merci, madame. Merci. Si les gens veulent voter, qu'ils votent dans les urnes. Les prochaines élections, c'est en 2032 ou bien en 2026. On les attend qu'ils viennent dans les urnes. Merci, on a compris. Oh là là, madame Mongolo. C'est en 2032. En gros, comme vous avez fait sur ce plateau, je m'en vais avant que la parole ne soit encore distribuée aux autres. Relayer la contribution de M. Billy Akele, qui lui connaît justement ce milieu de la basse là, et il dit qu'il nous revient encore. En disant que nous avons donné de notre temps, de nos vies et autres pour notre nation en allant en guerre physique contre la basse. Marie-Paul est allée en prison. Peut-être qu'il va nous préciser de quel Marie-Paul il s'agit. Les autres ont été repoussés par le gouvernement et ses dirigeants. Moi qui ai donné ma vie pour le Cameroun, me voici aujourd'hui au Cameroun depuis plus de 4 ans à cause de ce combat. Je n'ai vu aucun membre du gouvernement me tenir la main pour le remonter. Je me rappelle encore quand j'ai infligé une sévère gifle à l'un des membres de la basse. C'était une gloire pour notre pays. J'étais celui-là qui était pris pour un vaillant Camerounais, vu même un héros devenu zéro. Je tiens vraiment à remercier tout le peuple camerounais et ses dirigeants. Mon nom, Billy Akele, était partout sur la toile, dans les chaînes de télévision et radio. Billy Akele par-ci, Billy Akele par-là. Celui-là qui avait presque détruit la basse, mais aujourd'hui abandonné à lui-même. Vraiment, quelle honte. Je vois pourquoi les gars de la basse font ce qu'ils font là. Si vraiment le président Paul Biya était au courant de moi, je ne serais pas dans la souffrance. Si après tout, ce service rendu à la nation, je suis Billy Akele, le fameux gifleur de Lyon. Si ça vous dit encore quelque chose aujourd'hui, je vous remercie et bonne soirée. Je vous invite que ça nous dit quelque chose à nous sur Info TV. On va échanger, monsieur Akele, pour essayer véritablement de prendre votre expérience de façon à ce qu'on puisse revenir sur tout ce que vous savez.
lorsqu'on évoque cette nébuleuse appelée basse, je ne sais même pas par où commencer. Franc-Manson, allez-y. Oui, Stéphane. En 1 minute. Oui, quand vous avez un objectif d'envergure, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas précis dans l'esprit, vous seriez incapable d'identifier les moyens qui vous conduira à cet objectif. Oui. Et par conséquent, vous pourriez vous appuyer sur des moyens peu orthodoxes. C'est une chose. Deuxièmement, j'ose croire que le professeur Maurice Kamto n'est pas le seul responsable de la situation du Cameroun. Là, dans un contexte beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de décliner l'identité de cette base, Timothée Somba, il a très bien fait de relever certains éléments réels. Un, la plupart n'ont pas de papiers, ce sont des sans-papiers. Ce sont des sans-papiers. Donc, deux, ils n'ont pas d'emploi. Et au regard de l'environnement aussi vicieux, l'environnement occidental aussi vicieux, parce que c'est un environnement où l'État a tout vicié, on court pour résoudre les factures, pour payer les factures. Je me pose donc la question à savoir qui alimente dans cette base. Mais qui l'alimente? C'est pas le débat du soir. Nous, on est sur d'autres aspects. Monsieur Abondo, oui, rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire que lorsque vous avez mis sur pied cette problématique et entré à la base, à l'étranger, je crois que ça mettait sur la table la problématique de la gestion des rapports entre États, c'est-à-dire entre l'État camerounais et l'État belge. Et la première orientation, c'est que chaque fois qu'il y a eu ce genre d'événement, l'État camerounais, par l'entremise du ministre des Relations extérieures, rappelle l'ambassadeur de Belgique au Cameroun. Ça, c'est le premier acte. Le second acte, c'est que s'il y a désagrément, ou alors s'il y a opération conflictuelle, ou alors agressivité des citoyens en Belgique à l'endroit de l'ambassade du Cameroun, oui, cela pose aussi un problème lié à la gestion de la diaspora par l'État camerounais. Voyez. Et dans cette gestion de la diaspora, comme le registre international table sur le principe de la réciprocité, il se trouve que autant l'État camerounais a le devoir de protéger l'ambassade belge au Cameroun, c'est de la même façon que la Belgique a le devoir de protéger l'ambassade du Cameroun en Belgique. Et fort de ce qu'il y a toujours des tumultes en Belgique, il y a question de s'interroger au niveau du Cameroun. Et c'est à ce niveau qu'intervient la problématique de la coopération entre la Belgique et le Cameroun, qui, me semble-t-il, si je n'abuse, est au beau fixe et va dans le bon sens si on regarde la coopération dans le cadre bilatéral. Mais il se trouve qu'il y a régulièrement ces événements qui s'inscrivent déjà non seulement dans la durée, mais qui s'opèrent dans un espace bien précis. Parce que, si vous regardez, il y a eu des petits remous, des légers remous en Suisse, en France et autres. Ça a été vite jugulé par ces États. Et la question est simple, elle mérite d'être posée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait toujours des tumultes du côté de la Belgique? Et pourquoi cela fait tache d'huile chaque fois que les rapports entre le Cameroun et la Belgique semblent être au beau fixe? Merci, M. Abondo. Je vais une ou deux contributions avant de nous donner la parole. Timothée Somba. Bonsoir Stéphane. Arrêtez cette diabolisation de Maurice Kamto. Ce n'est pas le cas sur ce plateau, je vous en prie. Nos services de renseignement sont très puissants. Si vous avez réussi à trouver une connexion entre Kamto et la base, ce dernier serait déjà en prison. Je préfère ne pas lire la suite. Je préfère ne pas lire la suite. Bonsoir sur le plateau. Si tout allait bien au Cameroun, on ne devait pas assister à ce genre de scène à l'international. C'est tout ce que je peux dire au système en place, que le karma existe et peu importe le temps. Merci, merci pour la contribution. Salut à tout le panel. S'il vous plaît, que Madame Fadjima Toubengono et Monsieur Somba arrêtent de distraire les jeunes. Maurice Kamto a déjà été écarté. Pour ceux de la course, nous avons besoin de bons arguments pour octobre prochain. Merci à vous, cher monsieur. Madame Bengono, c'est parce que tout le Cameroun a vu... Merci. Merci pour la contribution. Là, le droit de réserve. On est habitué, c'est le langage des insultes, on est habitué. Bonsoir Info TV, la dame du RDPC a changé de disque. On a comme l'impression
que tous les communicants du RDPC disent la même chose sur chaque plateau de télé. Les Camerounais sont fatigués d'entendre ça. Camto matin, Camto midi, Camto soir, qu'on le laisse tranquille. La même chanson chaque jour. Ce qui est sûr, c'est que le candidat du RDPC ne sortira pas vainqueur. Bon, c'est vous qui le dites. Bonsoir, monsieur Mbaga. La base existe depuis combien d'années? C'est la malgouvernance qui a créé, transformé certains Camerounais. Peut-être comme ceux de la base. Ce qu'ils font. La base est inacceptable pour tout bon citoyen camerounais. Rien ne vient de rien. Je suis du RDPC. Vous le dites. Mais j'aurais aimé un autre candidat à la place de celui-là, car il est fatigué, confusant dans le respect des limites et de la différence. La thèse 13 est la parole. Un militant du RDPC. C'est pas du RDPC. Je l'invite d'aller lire la thèse 13 des livres des statuts du RDPC. S'il les a. Arrêtez de dire je suis du RDPC. Merci. On vous écoute. On ne peut pas dénuer l'attitude de la base de la glorification de M. Camto. Vous faites une citation sur Camto. Ils sont liés. Vous avez les preuves? Je l'ai démontré avec des faits. Lesquels? Lorsque des gens cotisent pour vous envoyer de l'argent, lorsque des gens assistent à vos meetings... On a cotisé pour d'autres candidats? Non, la base a cotisé pour Maurice Camto. La base n'a pas cotisé pour d'autres candidats. Ils n'ont pas cotisé pour d'autres personnes. Ils cassent les cartes des lecteurs parce que Camto n'est pas candidat. Ce sont des faits palpables. Info TV, il faut le dire. Besoin d'un dessin. Maurice Camto est s'il vous plaît. Pour intégrer des chaînes de télévision. S'il vous plaît. Madame Mongono. Mais je ne veux pas parler Est-ce qu'on a besoin d'un dessin? Nous, on est journalistes. C'est les faits. J'ai posé une question. Les photos n'étaient pas à l'ambassade de France. Allez-y, monsieur. Maintenant, il y a un discours très dangereux que j'entends, qui revient comme une ancienne, que les gens scandent. La situation du Cameroun. Le Cameroun est dans le top 5 des pays où il fait beau vivre en Afrique. Non, ce ne sont pas mes chiffres. Il faut aller vérifier. La situation du Cameroun. Bon, la Côte d'Ivoire, ils sont descendus dans la rue. Vous avez vu les Ivoiriens aller casser les ambassades? Arrêtez un peu. Le Cameroun, c'est le diable en Afrique. Le Cameroun, c'est l'enfer en Afrique. Des gens ont un plan, ils instrumentalisent et nous les aidons en disant la situation du Cameroun. La raffinerie qu'on construit à Kribi qui va réduire nos importations de 40%. Pourquoi vous ne dites pas aussi ça aux gens? Il faut dire ce qui est fait. Vous légitimez parce que vous servez de brosse à lui à des comportements anti-républicains et des comportements irresponsables. Moi, je n'ai pas besoin d'être du RDPC. Je n'ai pas besoin de supporter M. Paul Biya. Moi, je suis républicain, fils d'un catéchiste et d'un menuisier. Je suis devenu directeur de publication au Cameroun. Je suis jamais allé en Europe. Ici, au Cameroun. Vous comprenez? On s'en sort au Cameroun parce qu'on travaille. Et je sors en disant à M. Biya que lorsque vous avez la popularité que vous avez eue grâce à votre givre, si vous ne l'avez pas capitalisé, c'est que c'est vous le faible. Parce que moi, si j'avais eu cette popularité, je l'aurais capitalisé. Et il aurait dû faire quoi, Billy? On capitalise. Vous avez vu la fille pygmée qui a déjà sa page Facebook et YouTube. Il aurait dû faire pas. Non, on capitalise la popularité. Vous avez vu le cas Bissiping. Regardez monsieur Bissiping, vous pensez que sa vie serait encore comme elle était avant? Si vous, aujourd'hui, Billy Akele doit venir avec beaucoup d'humilité, se présenter aux autorités pour dire je me suis comporté comme ci, je me suis comporté comme ça, au lieu de crier partout sur les plateaux de télé et donner l'impression qu'on ne fait rien pour nos héros. On fait tout pour nos héros au Cameroun. Allez demander à ceux qui meurent dans les forces de l'ordre. Et ils sont récompensés tous les jours. Les chercheurs qui sont morts à Soulé des Rois, du ministère de la Recherche, ils ont été décorés par la nation. Chevalier de l'ordre de la valeur, chevalier du mérite camerounais pour leur moto-taximan. Ça aussi, il faut le dire. Ne donnons pas l'impression que le Cameroun, c'est le pandémonium de l'Afrique. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi les Maliens ne cassent pas? Pourquoi les Libyens ne cassent pas? Pourquoi les autres ne cassent pas? Si on n'a pas de gourou. Merci, Jean-Maurice, je vous permets de réagir. En douceur. Il y a les ingénieurs. On va comprendre. À l'heure actuelle, le pays où il y a le plus fort taux de chômage en Europe, c'est l'Italie. Merci. Mais vous donnez l'impression que c'est au Cameroun que c'est l'enfer. Merci, on a compris. Jean-Maurice disait en douceur. Oui, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Les Camerounais ont des problèmes. Et parce qu'ils ont des problèmes, ils ont dit
quels sont leurs problèmes. Le drame ici, et c'est pour ça que moi j'avais milité pour la société civile, c'est parce que finalement on était les relais. On a eu l'impression que la voix de ces populations n'était pas entendue et il fallait faire entendre ces voix. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, quand vous parlez sur les plateaux télé, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas heurter les gens qui ne demandent qu'à être rassurés qu'on vous a entendu, on sait quels sont vos problèmes. Pendant qu'on parle de la base, j'ai dit que c'est vraiment une gangrène qu'il faut complètement exfiltrer et continuer. Parce qu'on a des problèmes dans ce pays, si on ne les adresse pas de manière responsable, on finit par créer des gens qui se radicalisent et qui pensent que c'est l'attitude qu'il faut adopter. Oui. Pourtant, ce n'est pas l'attitude qu'il faut adopter. Et si on refuse au Cameroun d'apprendre de nos échecs, c'est nous les sorciers. Parce que... Je reste avec vous et je poursuis la logique qui est la vôtre. Mais Timothée Somba, en parlant de lui, a dit qu'il est... Lui, il est un exemple. Il est au Cameroun. Il a grandi au Cameroun. Il a réussi, entre guillemets, au Cameroun, puisqu'il était un personnage de la communication, du journalisme reconnu aujourd'hui. Mais aller en Belgique, avec l'ambassade, en quoi est-ce que ça aide le Cameroun? Non, j'ai dit que ne mélangeons pas les problèmes. C'est ça. Eux, ils sont méchants, ils sont vicieux, ils sont même instrumentalisés. Je suis d'accord. Je ne voudrais pas qu'on mette du temps sur ce qui finalement ne va pas aider les populations, qui ne construit pas. Qu'on ne mette pas du temps là-dessus. Stéphane, on a commis une erreur et finalement le gouvernement l'a rattrapé comme il a pu sur la question du Nozo. Parce que quand les Camerounais se plaignaient, on avait l'impression qu'il y avait des gens qui se disaient « Oh, Dieu, dans votre problème, c'est rien. Ah, dis donc, allez loin avec votre problème. » Le temps de réagir, et le gouvernement a réagi même plus que la demande, mais les gens étaient déjà radicalisés. Et c'est déjà dans une attitude de « On vous pose un problème, et vous prenez de la hauteur et la condescendance. » C'est pour ça que c'est quelque chose que je déteste fortement, parce que quand vous échangez avec les gens, même s'il vous semble rien, même votre vigile, vous ne lui parlez pas avec condescendance et mépris, même s'il a tort. Jean-Maurice Mbok, il y a les Camerounais qui sont plus Camerounais que les autres. Le ressenti par rapport à la souffrance est différent en fonction. Qu'on soit à Paris et qu'on soit à Yaoundé. Moi je pose des questions. S'il vous plaît, monsieur docteur, c'est pourquoi il faut dire que le Cameroun ne se réjouit pas aussi à l'expérience de Timothée Somba. S'il vous plaît. C'est une expérience assez belle. Tu ne vas pas me distraire. Je ne suis pas le seul. Timothée, tu ne vas pas me distraire. Bien sûr, mais ça ne se réjouit pas à nous. Je dis, hein. S'il vous plaît. Non, Stéphane, Jean-Maurice Mbok, Timothée ne va pas me distraire. Il va me distraire. Le nose de la base de l'Occident. On a vu les contrats signés entre des leaders et des multinationales pétrolières du Canada. Résoudre le problème du nose en une question de radicalisation, c'est pas honnête. Il faut dire la vérité. Le Cameroun, vous ne l'aidez pas. Stéphane, vous n'êtes pas seul sur voilà justement l'attitude qui amène certains Camerounais à perdre confiance en les gens qu'ils ont votés. Vous desservez M. Biya quand vous faites ça. Mais vous avez dit que M. Biya écoute de son départ. C'est lui qu'on a voté. C'est lui qu'on a voté. Il est tout ce qui arrive au Camerounais. Vous voulez dire non. Vous dites que le il vous a dit le communicant du RDPC. Il est le communicant du RDPC. Puisqu'il dit qu'il est le président. Moi, je parle au nom du président. M. Timothée ne vous a pas dit qu'il est là pour le président de la République. Parlez pour le Chiroma et laissez-nous. Permettez-moi vite de recadrer ça. Monsieur Biya ne vous appartient pas. Quand on vous a pour M. Chiroma, vous êtes là pour M. Chiroma. Je suis d'abord comme un Camerounais. Vous n'avez pas le droit de dire que ça veut dire que vous-même vous desservez M. Biya. On est d'accord quand vous tenez ce type de discours, parce que vous ne pouvez pas coller, pas vous qui posez la question. Vous coller à M. Timothée et dire que vous le défendez de position, vous le défendez. Dessert M. Biya. Vous assumez qu'il ne Je suis en train de dire. C'est à vous de rappeler qu'il n'est pas communicant du peuple Biya sur le plateau. Quand que M. Mbok insiste sur cette ligne, je dis non. On va compris. On ne peut pas. On va compris. On va descendre la température. C'est pas... Jean-Maurice Mbok, je continue de dire, j'insiste, les Camerounais ont des vrais problèmes. La base ne fait pas partie
des éléments qu'on met sur la table quand les Camerounais parlent de leurs problèmes. Exact. Mettez la base de côté. Vouloir venir parler de la base et nous distraire. La base qui C'est vous qui avez mis la base comme ordre du jour. C'est vous qui avez c'est pas nous qui avons invité le plateau. S'il vous plaît. C'est monsieur Stéphane Barra. Faites la leçon à monsieur Stéphane Barra. S'il vous plaît, je ne reçois pas la leçon sur mon plateau. C'est lui qui le dit. Merci. S'il vous plaît. Il n'a pas à nous dire la base sur le plateau. On va comprendre. Je n'ai pas Permettez que je n'ai pas commencé par le commencement. Permettez que je reprenne la parole. Parce que là, non, c'est moi qui ai la parole. Non, il y a un aspect sur lequel je ne peux pas accepter qu'il y ait la moindre contradiction, la moindre nuance. J'ai choisi, à mon âme et conscience, les sujets qui sont posés sur notre table d'échange. Et lorsqu'il y a une question d'actualité internationale qui met en relief le Cameroun ou n'importe quel autre pays africain, il est de ma responsabilité. Que les acteurs soient périphériques, qu'ils soient malfaisants, qu'ils soient marginaux, il est de ma responsabilité de mettre en lumière. C'est un travail républicain parce que la télévision, qu'on m'a apprise, c'est éduquer, informer et divertir. Je crois qu'on est en train d'éduquer lorsqu'on pointe du doigt un certain type de comportement sur ce plateau. Nous sommes, donc, Madame Mongono, nous sommes exactement d'accord. Nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Je dis simplement que, soyons honnêtes, nous parlons des problèmes des Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si là-bas c'était un sujet sur lequel on devait s'étendre plus que ça. Mais on en parle parce que c'est dénigrant, ça met mal à l'aise, mais je dis que allons plus loin, Stéphane, allons plus loin. Parce que si on arrête le débat à la méchanceté de ces gens, on n'aura pas adressé de manière responsable les problèmes des Camerounais. Et il faut, j'insiste là-dessus, il faudrait à un moment donné qu'on arrête le dilatoire. Quand il y a des problèmes, on les pose sur la table et on réfléchit ensemble à comment résoudre ces problèmes. Si on ne rentre pas dans cette dynamique-là, on se met à partir dans tous les sens et on ne va nulle part. Aujourd'hui, les Camerounais ont des problèmes et ils attendent qu'on non seulement prenne en compte les problèmes qu'ils posent, mais qu'on leur apporte des réponses. La première réponse, au moins, c'est « je vous ai entendu ». La deuxième, c'est « on est en train de prendre des mesures pour apporter des solutions ». La troisième, c'est une attitude quand même de respect quand on s'adresse à ces populations, quand on leur parle. Population sérieuse. Sérieuse. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai dit qu'on met le sujet basse à côté, parce que c'est des voyous. Maintenant, on parle aux gens sérieux. Et pour parler aux gens sérieux, on n'est pas en train de dire que le Cameroun c'est le pandémonium, mais on dit simplement qu'il y a des problèmes en interne et il faut qu'on les adresse. Quand on prend un exemple de success story, aux États-Unis, il y en a, mais il y a des pauvres là-bas aussi. Oui. En France, il y en a. Il y a des pauvres là-bas aussi. Dans le monde entier, il y a des success stories. Mais il faut intégrer que tout le monde n'a pas le même QI. Il y en a qui ont cette grâce que Timothée a de se battre et se débattre. Mais il y en a qui attendent les directives. Il y en a qui attendent le leadership, qui attendent des gens qui vont les amener à atteindre les objectifs. Et c'est pour ça que moi je suis un peu surpris quand les gens du RDPC pensent qu'on leur montre le doigt accusateur. Non! On reconnaît leur grandeur et on attend beaucoup d'eux justement. C'est pour ça qu'on dit vous pouvez faire davantage. Ceux qui les gens vous parlent, ça vous énervez. Vous savez comme ça vous présentez, si on vous parle justement pour construire à ça que vous faites. Pour construire à ça, on a ce problème. Non, c'est le même problème qui est la parole. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Le président dans la mise en œuvre de sa politique. En même temps, le droit accusateur pointé au RDPC, avec tous ses accompagnateurs, entre autres, le président du parti que vous représentez sur ce plateau, monsieur. Merci. On va. Vous n'avez pas fait ça, Stéphane. On va. J'ai la parole de celui qui conclut. Mais il faut aller pendant 10 secondes. Pour sortir. Mais je dis simplement que si nous voulons construire un État responsable, moi je suis amusé parce que des gens qui nous suivent savent ce qu'ils veulent. Les Camerounais savent ce qu'ils veulent. Et les cris qui nous amènent nulle part ne les servent à rien. Je continue de dire, le Cameroun a des problèmes. Il faut non seulement qu'on adresse les problèmes, mais qu'on se porte nous-mêmes en solution par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Et là, je suis d'accord avec l'espérance de Timothée qui dit qu'il faut se battre. Je suis d'accord avec ce que le RDPC peut dire, qu'on met les opportunités sur la table. Mais je dis simplement que quand on met les opportunités sur la table, faites-le avec justice, faites-le avec équité, de manière à ce que
un Camerounais comme celui qui pleure n'est pas appelé, qui toujours parce que pour Béli, je lui dis de manière très simple, il a défendu le système. Le système a une maison du parti. Qu'il aille simplement là-bas, qu'il a défendu la République, qu'il aille au RDPC et qu'il pose sa doléance. On ne sait jamais, certains sont allés, ils ont eu des solutions. Mais ne donnez pas la Vous m'avez beaucoup parlé sur ce depuis que c'est toujours moi comme ça. On va parler toujours. S'il vous plaît, merci Stéphane. Ça ne doit pas être marché de mon colo. Je voudrais exhorter les uns et les autres à beaucoup de courtoisie. Nous sommes sur rassurez-vous, internationale. C'est World Actu. La problématique qui est devant nous met un problème, un concept majeur dans le cadre des relations internationales. Je l'ai toujours dit, la binarité ambition-menace. C'est-à-dire que les ambitions de la base constituent déjà une menace pour l'État camerounais. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faudrait que l'orientation que le président Paul Biya a voulu prendre de rendre le pays et le Cameroun fort dans la gestion de sa politique internationale, il faudrait donc que le président Paul Biya renforce dans ce volet de la gestion de la diaspora, parce que la diaspora, telle qu'elle se présente au niveau de la Belgique, elle est aussi ailleurs et elle est fondamentale. Dans la base, c'est la diaspora. Elle est fondamentale pour la diaspora est constituée de la base. Elle est fondamentale aussi pour la mise en relief de la politique menée au Cameroun. Merci. Il faudrait donc pas négliger les avis venus d'ailleurs. Tout cela participe de la construction et c'est de cette contradiction que peut naître quelque chose de exactement. Monsieur Fermanson, pour sortir, vous me baillonnez sur votre plateau, vous avez la parole partout. Oui, Stéphane, il faut savoir que l'autorité, la vraie, on ne la défie pas. On ne la défie pas, l'autorité. Dès lors que l'autorité semble être défiée, on pourrait se poser la question à savoir si elle est l'autorité et si elle ne serait pas de la même nature que celui qui veut la défier. Timothée Somba, 30 secondes, top chrono. Éclairer l'obscurité et questionner les évidences est mon credo. Et on ne peut pas le faire en faisant la fine bouche, en faisant la langue de bois. Il y a un complot contre le Cameroun et les États africains à l'orée de leurs émergences. Et ce complot passe par des comportements anti-républicains tels que la base, que malheureusement, peut-être à votre corps défendant, vous lubrifiez en servant de brosse à reluire à des comportements fascistes. On bâtit une, république avec des comportements civiques. Moi, Timothée Somba, je prône les comportements civiques. Merci beaucoup. Merci. Madame Mongono, 30 secondes, on sort. La base ne saurait constituer la diaspora camerounaise. La base à elle seule, cette bande de personnes qui ont des attaques ciblées contre certains Camerounais ne saurait être constituée la diaspora. Le Cameroun a une politique visible et clairvoyante de la gestion de sa diaspora. Et cette diaspora, nous pouvons le dire, lors de l'élection 2018, a donné Paul Biya gagnant. Si vous voulez changer le Cameroun, venez ici. Mais il est important de rappeler que la base est le bras armé d'un certain parti politique dont le leader a été, par sa propre turpitude, mis hors jeu. Peut-être c'est une bonne chose pour la santé de la société. On a compris, Madame Bongono. C'est ce qu'on pouvait dire lorsque l'on a pris la parole sur cette estrade pour questionner justement ces attitudes et interpellations du côté de la Belgique. Nous promettons de revenir la semaine prochaine avec un peu plus de sérénité, j'espère, lorsque l'on va avancer tout doucement vers la présidentielle au Cameroun. Vous ne bougez pas, c'est dans une heure le journal version bilingue qui va s'installer, l'actualité d'ici, très certainement d'ailleurs, qui vous sera relayée. Quant à nous, retrouvons-nous la semaine prochaine avec un peu plus de conviction et de sérénité, toujours pour parler du Cameroun. Bien au bonsoir. Attends, tu dis combien? Une victoire sans appel.